Tout d'abord, bonsoir à tous. Bien retrouvés pour les gens qui sont déjà venus les années précédentes. Bienvenue pour les nouveaux. Je suis très content de vous voir nombreux dans cette salle, toutes les générations, c'est super. Donc c'est mon troisième cycle de cours ici au Collège de France. Pour résumer, la première, ils sont tous en ligne, donc vous pouvez les regarder si vous en avez raté. La première année a été consacrée au processus de base en formation planétaire. La deuxième année, on s'est plutôt consacré au système solaire externe, donc là, à partir de la zone des planètes géantes, mais en se focalisant surtout sur ce qu'il y a au-delà de Neptune, la ceinture de Kuiper, les nuages de Oort, qui nous ont révélé toute une histoire dynamique assez complexe du système solaire. Et cette année, je vais vous parler des astéroïdes et de leurs échantillons, qui sont les météorites, parce que ces objets nous donnent énormément de renseignements sur comment les premières phases de formation planétaire ont eu lieu, les différents phénomènes qui se sont passés dans les systèmes solaires, au moins dans sa partie interne, disons, jusqu'entre le Soleil et la région des planètes géantes. Donc je parle sous haute surveillance, parce qu'il y a des super experts dans la salle qui viennent du Muséum d'histoire naturelle, où il y a la collection nationale des météorites, donc j'espère pas dire trop de bêtises. Donc aujourd'hui, en particulier, on va parler des astéroïdes. La semaine prochaine, on va commencer à introduire les météorites et on va essayer de faire les liens entre certains types de météorites et certains astéroïdes spécifiques pour savoir qu'est-ce qu'on échantillonne, qu'est-ce qu'on mesure quand on analyse des météorites dans les laboratoires. Bon, les astéroïdes. Donc les astéroïdes sont une population de petits corps, nombreux petits corps, qui tournent en majorité autour du Soleil entre l'orbite de Mars et l'orbite de Jupiter, sont les différents points blancs que vous voyez ici. Alors, en majorité, ils sont entre Mars et Jupiter, parce qu'il y a évidemment des exceptions. Il y a des astéroïdes qui croisent l'orbite des planètes telluriques, donc on va appeler géocroiseurs, sont ici illustrés en vert et en rouge. On va voir aujourd'hui comment certains objets peuvent s'échapper de la ceinture principale pour rentrer à l'intérieur du système solaire. Dans ce diagramme, on voit aussi les Troyens et les Grecs sur l'orbite de Jupiter, à 60 degrés des distances par rapport à la planète, dont on a parlé l'année passée. Et on voit aussi ces nuages orange, qu'on appelle les Hilda. Ce sont aussi des astéroïdes en résonance avec Jupiter. Je vais en revenir. Donc, si on regarde juste la ceinture des astéroïdes dans l'espace des positions, où chaque point est ploté là où il se trouve à une certaine date, on ne voit pas particulièrement de structure, on voit juste un anneau assez peu structuré. Pour voir des structures, comme pour la ceinture de Kuiper, il faut regarder la distribution des astéroïdes par rapport à ce qu'on appelle les éléments orbitaux, donc qui caractérisent leur orbite. J'avais déjà décrit les éléments orbitaux l'année passée, mais c'est vraiment important, donc permettez-moi de me répéter un tout petit peu, parce qu'il faut que tout le monde soit sur la même ligne de compréhension. Donc, les lois de Kepler. Les lois de Kepler nous disent que les objets qui tournent autour d'une étoile, c'est l'étoile, c'est la trajectoire d'un objet, les trajectoires sont des ellipses. Et l'étoile ne se trouve pas au centre de l'ellipse, se trouve dans un des deux foyers de l'ellipse. Donc, une ellipse est caractérisée par un grand axe et un petit axe qui est orthogonal, et une première grandeur qui caractérise la taille de l'ellipse est donc la longueur de son grand axe, ou la moitié de la longueur de son grand axe. Donc on appelle la quantité A les demi-grands axes, la moitié de la longueur du grand axe, c'est l'équivalent du rayon si l'orbite elliptique s'est réduite en cercle. Après, pour caractériser la forme de l'ellipse, il y a l'excentricité. L'excentricité est les rapports entre la distance du foyer au centre et les demi-grands axes. Donc, porte bien son nom, excentricité, du latin, ex-centre. Donc, c'est vraiment une mesure de la distance, de la séparation entre l'étoile et les centres de l'orbite. Si l'orbite est circulaire, l'étoile se trouve au centre, donc l'excentricité est nulle, et plus l'excentricité est élevée, plus l'orbite est allongée, et donc, vu que l'étoile ne se trouve pas au centre, mais dans un des foyers, l'objet passe près de l'étoile au périhélie, dans ce point où les demi-grands axes interceptent l'ellipse du côté de l'étoile, et il passe plus loin de l'étoile à l'aphélie, au point opposé.
Donc on peut introduire un système de repères fixe dans l'espace, arbitraire mais fixe, centré sur l'étoile, donc avec un axe X, avec un axe Y. Et pour caractériser la position, la rotation de l'ellipse dans l'espace, on définit un angle qui s'appelle la longitude du périhélie, qui identifie la direction du périhélie par rapport à l'axe de référence, l'axe X. La troisième loi de Kepler nous dit quel est le mouvement des objets long l'ellipse. Donc un objet part du périhélie, après un certain temps delta t, il se retrouve là, après un autre temps delta t égal, il se retrouve là. La loi de Kepler dit qu'en fait la longueur des arcs que l'objet parcourt sur un temps delta t ne sont pas les mêmes. Ce qui est les mêmes est l'aire de cette espèce de triangle qui est compris entre la ligne où se trouve l'objet au début de l'intervalle du temps, la ligne où se trouve l'objet à la fin de l'intervalle du temps, et l'arc que l'objet a parcouru pendant l'intervalle du temps. Donc sur l'intervalle du temps delta t, cette aire est toujours la même. Donc l'aire de ce secteur est la même de ce secteur-là. Donc ça veut dire qu'avec la révolution de l'objet autour de l'étoile, l'aire comprise entre la ligne qui connecte les périhélies à l'étoile et la ligne qui connecte l'étoile à l'objet augmente de façon constante, de façon linéaire. On peut donc définir un angle qu'on appelle l'anomalie moyenne, qui est rien d'autre que les rapports de cette aire qui croît linéairement avec les temps et l'aire totale comprise dans l'ellipse. Et on multiplie par 2π pour qu'il soit un angle. Donc quand l'objet se trouve au périhélie, l'aire est nulle et donc l'anomalie moyenne est 0. Quand l'objet a fait tout un tour, il a brassé toute l'aire de l'ellipse, donc l'aire brassée est égale à l'aire totale, donc c'est 1 fois 2π, donc l'anomalie moyenne redevient à 2π, on est revenu au point de départ. Donc l'anomalie moyenne nous dit où se trouve l'objet, parce qu'il nous dit quelle est l'aire que l'objet a brassée, donc il nous dit quelle est l'orientation de la ligne qui connecte l'étoile à l'objet, donc permet, en connaissant la forme de l'ellipse, de savoir où est l'objet. C'est plus facile graphiquement qu'algébriquement. Pour connaître vraiment la position de l'objet, il faut d'abord résoudre une équation qu'on appelle l'équation de Kepler, qui lie l'anomalie moyenne à un autre angle qu'on appelle l'anomalie excentrique. C'est une équation implicite, mais qu'on peut résoudre par certaines techniques mathématiques. Et une fois qu'on calcule, étant donné l'anomalie moyenne, qui elle est facile, parce qu'on croit linéairement avec les temps, on calcule l'anomalie excentrique, la position de l'objet se calcule par le biais de ces formules. Donc R est la distance à l'étoile de l'objet, et F est l'anomalie vraie, donc la distance, l'angle par rapport à la ligne du périhélie auquel se trouve l'objet. Donc la position de l'objet est complètement caractérisée. Donc tout ceci est valable sur les plans de l'orbite. Mais en général, les orbites ne sont pas sur les plans qui nous intéressent, par exemple les plans moyens du système solaire. Les orbites peuvent avoir une certaine inclinaison par rapport à ces plans de référence où on met les axes X et Y. Donc l'inclinaison est, bien sûr, l'inclinaison du plan de l'orbite par rapport au plan de référence. Ces deux plans, qui sont donc inclinés l'un par rapport à l'autre, s'intersectent sur une ligne qu'on appelle la ligne des nœuds, et on peut caractériser l'orientation de cette ligne des nœuds par un angle qui s'appelle la longitude du nœud, qui est cet angle qui identifie la ligne du nœud par rapport à notre axe de référence, l'axe des X. La distance, la position du périhélie, maintenant, peut être caractérisée aussi par un angle qu'on appelle l'argument de périhélie, qui donne la distance angulaire entre la position du péricentre et la ligne du nœud. Et la longitude du périhélie, qu'on avait définie tout à l'heure, qui est la distance angulaire absolue par rapport à l'axe X, est donc la somme de la longitude du nœud et de l'argument de périhélie. Mais bon, dans cet exposé, on va surtout se concentrer sur demi-grand axe, excentricité, inclinaison, longitude du périhélie et un peu la longitude du nœud. Donc, voilà, si vous avez compris ça, vous pourrez suivre tout le reste. Il y a une deuxième loi de Kepler qui dit que la période orbitale dépend uniquement des demi-grands axes. Si vous avez une orbite circulaire, une orbite très elliptique, mais ils ont les mêmes demi-grands axes, la période orbitale sera la même. En fait, la période orbitale
au carré et inversement proportionnel du demi-grand axe au cube. Donc maintenant que nous connaissons les éléments orbitaux, on peut regarder la distribution des astéroïdes dans l'espace des éléments orbitaux. Et commençons par les demi-grands axes et l'excentricité. Donc là, chaque point est un astéroïde connu aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Et là, on commence à voir que la ceinture des astéroïdes a une certaine structure. Tout d'abord, il y a deux courbes que séparent la région où il y a beaucoup d'astéroïdes, où vous voyez même une couleur continue, tellement de points il y a, ils sont tous recouverts, de régions où il y a beaucoup moins d'astéroïdes, et donc vous voyez les astéroïdes ponctuellement un par un. Donc cette courbe-là est la courbe où la distance au périhélie, petit q, qui se calcule comme les produits entre les demi-grands axes et 1 moins l'excentricité, est égale au demi-grand axe de Mars, qui lui en orbite, bon, grosso modo, circulaire. Donc ça veut dire que tous les objets qui sont au-dessus de cette courbe croisent l'orbite de Mars, voire même croisent l'orbite de la Terre si leur excentricité est encore plus grande. D'ailleurs, cette bande-là est une bande d'objets qui ont les périhélies à une unité astronomique près de la Terre et donc semblent plus nombreux parce qu'ils sont plus faciles à découvrir. Ces objets-là, donc, on peut avoir des rencontres proches avec les planètes, et à chaque fois qu'ils ont des rencontres proches avec les planètes, leur orbite change de façon impulsionnelle, demi-grand axe, l'excentricité change, donc c'est des objets qui ne restent pas là où ils sont, mais peuvent aller partout dans les diagrammes, et à la fin, après un certain temps, typiquement, ils sont éliminés, soit parce qu'ils collisionnent avec une planète, soit parce qu'ils collisionnent avec le Soleil, soit parce qu'ils sont éjectés du système solaire. La courbe pointillée, là, indique la distance aphélique, l'aphélie, on indique par un grand Q, donc qui se calcule par les produits du demi-grand axe avec 1 plus l'excentricité, il y a juste un signe de différence, à 4,2 unités astronomiques. Alors, il n'y a rien à 4,2 unités astronomiques, mais il y a Jupiter à 5,2. Donc ça veut dire que les objets qui sont au-dessus de cette ligne pointillée approchent Jupiter à moins d'une unité astronomique. Et Jupiter est une planète géante et commence à faire vraiment des dégâts quand on passe à une unité astronomique des distances de lui. Et donc là aussi, vous voyez que les points sont assez dispersés et assez peu nombreux, à l'exception de ce groupe dont on parlera tout à l'heure. Et ça peut même être étonnant qu'il y ait quelque chose au-dessus de cette courbe, parce que je vous ai dit, ces objets-là ne sont pas stables et sont destinés à être éliminés par collision avec le Soleil, une planète ou éjection. Donc le fait qu'il y ait né, ça veut dire que la ceinture des astéroïdes fuit. Et des objets qui sont dans la ceinture des astéroïdes peuvent atteindre les régions instables et donc maintenir ces populations qui croisent les planètes ou qui approchent Jupiter dans une sorte d'état stationnaire. Je reviendrai à la fin du cours d'aujourd'hui. Donc, en dessous de ces courbes, les objets n'approchent pas les planètes. Donc, a priori, ils devraient être stables. Mais pourtant, vous voyez que même ici, même s'il y a beaucoup d'astéroïdes, il y a quand même des structures. Il y a des zones où il y a beaucoup moins d'objets et des zones où il y a beaucoup d'objets. Ceci a été découvert dans cette structure caractéristique, a été mise en évidence en 1866. À l'époque, on connaissait 100 astéroïdes, donc il fallait y aller. Mais M. Kirkwood, en regardant la centaine d'astéroïdes connus en 1866, s'était aperçu que la distribution n'était pas uniforme et qu'il y a des trous dans la distribution des astéroïdes, dans ce qu'on appelle les lacunes de Kirkwood. Et ces lacunes de Kirkwood ne sont pas mises n'importe comment, mais correspondent à des résonances des moyens mouvements avec Jupiter. Donc, c'est des lieux où la période orbitale de l'astéroïde est une fraction entière, ou un rapport des nombres entiers, avec la période de Jupiter. Par exemple, ici, vous avez que les astéroïdes sont en résonance 3,1, c'est-à-dire ils font 3 tours autour du Soleil pendant que Jupiter fait un tour. Et vu que la période orbitale fonctionne seulement du demi-grand axe, ne dépend pas de l'excentricité, ben la localisation, la résonance est une droite verticale dans ces diagrammes. Ici, c'est la résonance 5,2, ça veut dire que l'astéroïde fait 5 tours autour du Soleil pendant que Jupiter en fait 2. 7,3, l'astéroïde fait 7 tours pendant que Jupiter en fait 3, et ainsi de suite. Et donc, toutes ces résonances correspondent très bien avec ces lacunes, et on va voir dans quelques minutes pourquoi. Et il y a seulement une exception, c'est la résonance 3,2, où, en fait, il y a une accumulation d'astéroïdes. Au lieu d'avoir une lacune, il y a une accumulation d'astéroïdes.
Si on regarde la distribution des astéroïdes, non pas par rapport au demi-grand axe excentricité, mais par rapport au demi-grand axe inclinaison, là aussi on voit des structures. On voit que là, les grands groupes d'astéroïdes, de là où il y en a tellement qu'on dirait en couleur uniforme, est borné par cette courbe. Et après, il y a un gros pâté d'astéroïdes là, un gros pâté d'astéroïdes là, un trou au milieu, et voilà, puis il y a un autre trou qui correspond à la résonance des mouvements, etc. Donc ces courbes pointillées correspondent à des résonances séculaires. Qu'est-ce que sont les résonances séculaires? Je vous avais décrit l'année passée, lors du premier cours, qu'un objet isolé autour d'une étoile a bien une orbite elliptique, keplérienne, mais s'il est perturbé par un autre objet, ben l'orbite précesse, n'est plus fixe dans l'espace, mais il tourne dans l'espace. Donc aussi bien la longitude du périhélie change avec les temps que la longitude du nœud change avec les temps. Pourquoi? Bon, j'avais expliqué dans ce cours-là, ce n'est pas particulièrement essentiel pour comprendre la suite. Mais donc les choses précessent dans les systèmes solaires, et précessent aussi bien les orbites des planètes que les orbites des petits corps, comme les astéroïdes. Par exemple, l'orbite de Jupiter a un périhélie qui tourne, dans le sens anti-horologique, avec une fréquence qu'on appelle traditionnellement en mécanique céleste G5. Il se déplace de 4 secondes par an. Et l'orbite de Saturne a aussi un périhélie qui tourne dans la même direction avec une fréquence G6 qui est plus rapide que G5. Les nœuds de l'orbite de Jupiter et de Saturne sont anti-alignés. Donc les nœuds ascendants de l'orbite de Jupiter et les nœuds descendants de l'orbite de Saturne sont sur la même ligne du même côté. Et leur ligne des nœuds tourne dans le sens des aiguilles des montres avec une fréquence qu'on appelle S6. Un astéroïde est perturbé, et ces fréquences de précision viennent des perturbations mutuelles entre Jupiter et Saturne. Il y a même d'autres fréquences plus faibles qui viennent des perturbations d'Uranus et Neptune. Un astéroïde est perturbé par les planètes, majoritairement par Jupiter, et donc son orbite précesse également. Donc sa longitude de périhélie tourne toujours dans le sens anti-horologique avec une certaine fréquence G, et la ligne des nœuds tourne dans le sens des aiguilles des montres avec une certaine fréquence S. Et ces fréquences G et S dépendent de l'orbite de l'astéroïde. Où est l'astéroïde? Quel est son demi-grand axe? Quelle est l'excentricité? Quelle est l'inclinaison de son orbite? Et on a des résonances séculaires quand ces fréquences deviennent égales. Donc quand G devient égal à G5 ou à G6 ou S devient égal à S6. Et les courbes que j'ai tracées correspondent exactement à ces résonances. Donc cette grande courbe qui vraiment limite la zone très densément peuplée par les astéroïdes est la résonance G égale à G6. Donc elle a lieu ici où le taux de précision du périhélie de l'astéroïde devient égal au taux de précision du périhélie de Saturne. L'effet de la résonance séculaire, comme j'avais montré l'année passée, est une résonance séculaire qui implique les périhélies, la précision des périhélies, est de faire augmenter l'excentricité. Et donc, si un astéroïde se trouve ici, à cause de sa résonance séculaire, son orbite, même si initialement est circulaire, devient très elliptique, ce qui veut dire que son péricentre s'approche du Soleil et l'objet commence à croiser l'orbite des planètes telluriques, qui donc vont faire les minages et au bout de quelques millions d'années vont l'éliminer. Donc c'est pour ça que cette courbe, cette résonance, est une sorte de bord interne de la ceinture des astéroïdes. L'autre résonance, S égale S6, donc a lieu quand la fréquence des nœuds des astéroïdes, S, est égale à la fréquence des nœuds de Jupiter et Saturne. Cette fois, cette résonance, vu qu'elle implique la fréquence de précision des nœuds, excite l'inclinaison. Donc en soi, ce n'est pas parce que l'orbite devient plus inclinée qu'il va croiser les planètes. Mais si les objets acquièrent une orbite très elliptique, très inclinée, les perturbations de Jupiter vont se sentir particulièrement fortes. Et c'est ce qu'on appelle l'effet Kozai. L'orbite est rabattue vers les plans, mais l'excentricité augmente. Et ce qui amène l'objet, encore une fois, à croiser les planètes telluriques. C'est quelque chose que je vais montrer pour les nuages d'Oort. C'est le même type de dynamique. Les objets expulsés par Neptune, à un moment donné, se trouvent très inclinés par rapport au plan galactique. Et ceci va tordre l'orbite et
va changer l'inclinaison et l'excentricité. Donc c'est là aussi une sorte de ligne d'instabilité, et on comprend donc bien pourquoi ces deux patates, deux gros groupes d'astéroïdes, sont séparés par un trou, où les astéroïdes ne sont pas très nombreux, parce que si un astéroïde est là au milieu, il est soumis à ce forçage de l'inclinaison qui va in fine rendre l'orbite instable. Donc, ceci pour les résonances séculaires. Maintenant, essayons de comprendre pourquoi les résonances de moyen mouvement créent ces lacunes de Kirkwood. Parce que les résonances de moyen mouvement, en principe, assez anodines, c'est juste, comme je dis, un rapport des périodes orbitales qui est égal à un rapport des nombres entiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme on voit sur cette animation, l'astéroïde en noir, Jupiter en rouge, pour par exemple une résonance 2-1, qu'après que l'objet a fait 2 tours autour du Soleil, Jupiter a fait 1 tour autour du Soleil, et on revient à la situation initiale. C'est juste une situation, une orbite périodique. Comme j'ai dit tout à l'heure, vu que la période dépend seulement du demi-grand axe, les lieux où la résonance exacte, où l'astéroïde fait exactement 2 tours, pendant que Jupiter fait exactement 1 tour, a lieu sur une ligne verticale, dans un diagramme excentricité demi-grand axe. Donc si on est en résonance exacte, on est sous la résonance exacte et tous les 2 tours, on répète la configuration. Si on est un peu à côté, on sent un objet qui est un peu à côté, ressent l'effet de la résonance et commence à osciller dans l'espace demi-grand axe excentricité autour de la résonance, de droite à gauche, sur une ligne qui est un peu inclinée. Donc, quand le demi-grand axe diminue, l'excentricité augmente. Quand le demi-grand axe augmente, l'excentricité diminue. Mais ça oscille un peu comme un pendule. Évidemment, cette oscillation a une largeur maximale. Si vous êtes très loin de la résonance, vous ne sentez pas la résonance et donc vous n'allez pas osciller autour. Cette amplitude maximale d'oscillation autour de la résonance dépend de l'excentricité. Plus l'objet est excentrique, plus la résonance se fait sentir, et donc plus c'est possible d'osciller autour de la résonance, même si on est relativement loin. Donc les bords des résonances, qu'on définit comme la région à l'intérieur de laquelle les objets sont forcés à osciller autour de la résonance, donc grandit avec l'excentricité, et donc les bords de la résonance ont une taille, une forme caractéristique, en forme de V. Ils ne sont pas forcément des lignes droites, mais c'est toujours quelque chose qui s'ouvre à plus grande excentricité. Donc les résonances sont fines à basse excentricité, sont plus larges à grande excentricité. Et donc on peut regarder avec un zoom la distribution des astéroïdes au voisinage, par exemple, la résonance 5.2 ou la résonance 3.1, et on voit bien effectivement que la lacune de Kirkwood n'est pas verticale, mais dans un diagramme demi-grand axe excentricité suit bien une ouverture en V, une ouverture qui s'ouvre parce que les résonances sont plus larges à grande excentricité et plus petites à petite excentricité. Donc la déplétion des astéroïdes, il n'y a pas de doute, est vraiment liée à l'existence de ces résonances. Mais pourquoi, direz-vous? Parce que osciller autour de la résonance, ce n'est pas particulièrement bien grave en première vue. Et c'était la grande question qui animait la communauté de la mécanique céleste dans les années 80 et 90. Là, l'explication de ça, et en fait ma thèse de doctorat portait là-dessus, ce qui ne me rajeunit pas trop, est que quand un objet oscille autour de la résonance, ce mouvement oscillatoire change aussi les fréquences de précession de l'orbite. Et donc, en résonance de moyen mouvement, on peut retrouver les résonances séculaires, même si en dehors de la résonance, les résonances séculaires sont complètement ailleurs. Par exemple, dans la résonance 5.2, on retrouve bien la résonance G égale G6, que par ailleurs on trouve au bord interne de la ceinture des astéroïdes, mais à l'intérieur de la résonance de moyen mouvement, on la retrouve, et affecte toute une grande région de la résonance. Et on trouve aussi la résonance G égale G5, donc où la précession égale à la précession de Jupiter, qui a une excentricité un peu plus élevée, et donc ces deux résonances même se chevauchent, ce qui permet de générer des mouvements chaotiques, comme c'est le cas quand les résonances se recouvrent. Et d'ailleurs, si on fait des expériences, des simulations numériques, et on suit l'excentricité d'un objet qui se trouve dans cette résonance, on voit que l'objet a de très grandes oscillations en excentricité, c'est dû à la résonance, à la proximité de la résonance G égale G6, mais vu qu'il y a ces recouvrements des résonances, à un moment donné, l'objet peut passer d'une résonance à l'autre, ce qui donc donne un mouvement de l'excentricité qui n'est pas régulier et qui peut dériver vers des grandes valeurs d'excentricité et en particulier amener l'objet
à croiser l'orbite de la Terre. Et ensuite, les rencontres proches avec la Terre feront les ménages et élimineront cet objet. Donc c'est pour cette raison que ces résonances des moyens mouvements sont toutes associées à des lacunes, non pas parce qu'une résonance en soi doit être forcément dangereuse, mais parce qu'il se trouve qu'à l'intérieur des résonances des moyens mouvements, les résonances séculaires font la loi et donc forcent l'excentricité à grandir relativement vite, hein, sur une échelle de temps typiquement inférieure à la million d'années, et amènent les objets à sortir de la ceinture des astéroïdes et devenir croiseurs des planètes telluriques. La résonance 3.2 est la seule exception, parce que là, on a beaucoup d'objets. Et d'ailleurs, si on fait les calculs pour voir où sont les résonances séculaires à l'intérieur de la résonance 3.2, on les retrouve seulement à très très grande excentricité. Là, en fait, d'astéroïdes, il n'y en a pas. Et donc, toute la région ici n'est pas affectée par les résonances séculaires. Donc, ces objets oscillent autour de la résonance des moyens mouvements très tranquillement et ils n'ont pas de soucis. Ces objets, cependant, sont au-dessus de la ligne pointillée, aphélie égale à 4,2 unités astronomiques. Donc, c'est des objets qui, en principe, devraient approcher l'orbite de Jupiter. Et même, dans certains cas, croisent l'orbite de Jupiter. Mais pourtant, ils sont stables. Et ils sont stables parce que la résonance donne un mécanisme de protection par rapport à la planète avec qui on est résonant. On a déjà vu ça l'année passée avec Pluton, dont l'orbite est en résonance 3.2 avec Neptune et croise l'orbite de Neptune, mais je vais les répéter pour les objets Hilda. Et voilà donc une animation d'un objet qui se trouve en résonance 3.2 avec Jupiter sur une orbite très elliptique, alors que Jupiter, lui, a une orbite circulaire. Donc on lance l'animation, vous voyez l'orbite elliptique de l'astéroïde qui s'éloigne du Soleil pour après revenir au périhélie. Et là, vous avez Jupiter. Donc, les orbites se croisent. Vous voyez, la trajectoire noire, la trajectoire rouge se croisent. Mais à chaque fois que l'objet croise l'orbite de Jupiter, Jupiter n'est jamais là, il est toujours ailleurs. Et vu que la configuration se répète, tous les 3 tours de l'astéroïde et 2 tours de Jupiter, ça veut dire que l'astéroïde et Jupiter ne peuvent jamais se rencontrer, ne peuvent jamais être physiquement proches, même si les orbites s'intersectent. On peut faire la même animation dans un repère tournant. Donc là, c'est un repère qui n'est pas fixe, il tourne avec la planète, et donc la planète, dans cette animation, ne va pas bouger. On va voir juste le mouvement de l'astéroïde par rapport à Jupiter dans ces systèmes tournants. Donc voilà ce que fait l'astéroïde. Donc il part, et il s'éloigne de l'étoile en allant vers l'aphélie, et il fait cette boucle à 60 degrés de la position de Jupiter. Puis voilà, il fait une autre boucle à l'opposé de la position de Jupiter, et puis il répare, et il fait une 3e boucle à 300 degrés, donc moins 60 degrés de Jupiter, et l'orbite se ferme parce que c'est une orbite périodique. À noter que l'objet passe beaucoup de temps à faire sa boucle, parce qu'à l'aphélie, le mouvement est lent, c'est la loi des airs, et donc on fait des petits arcs avec les temps, et par contre passe relativement rapidement dans les phases entre une boucle et l'autre, parce que là on est au périhélie, et donc le mouvement est plus rapide. Donc pas étonnant que les Hilda, donc ces astéroïdes qui se trouvent en résonance 3.2, forment 3 nuages par rapport à Jupiter, et pour mieux caler avec l'animation de tout à l'heure, vu que Jupiter là, je vais tourner le diagramme pour le mettre là comme dans l'animation qu'on vient de voir, et donc vous voyez que les 3 nuages des Hilda sont bien à 60 degrés, 180, 300 degrés par rapport à Jupiter, et correspondent vraiment aux 3 boucles que les astéroïdes en résonance vont faire. Évidemment, il y a aussi des Hilda, donc c'est les points orange, entre les boucles, mais sont moins, parce qu'on passe moins de temps entre une boucle et l'autre, on passe plus de temps dans une boucle, comme l'animation tout à l'heure l'a montré. Donc, voilà, on comprend assez bien la dynamique des objets, des astéroïdes dans la ceinture des astéroïdes aujourd'hui. Je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de mystère, ce qui se passe dans les systèmes solaires actuels concernant la dynamique des astéroïdes. Bon, on a regardé leur dynamique, venons maintenant à certaines propriétés physiques. Donc tout d'abord, combien d'astéroïdes il y a et quelle taille ils ont. Donc ces diagrammes vous montrent la distribution des tailles des astéroïdes observés. C'est une distribution cumulée, donc c'est le nombre d'objets plus grands qu'un certain diamètre. Okay. Donc la manière de lire est que quand la courbe atteigne 1, ben, c'est l'objet le plus gros. L'objet le plus gros est presque 1000 km de diamètre. Ça s'appelle CRS, on va le voir tout à l'heure. Après, plus vous avez des objets petits, plus il y en a.
Et on y a à peu près quelques centaines d'objets plus grands que 100 km. Il y a environ 10 000 objets plus grands que 10 km. Après, vous voyez que la courbe sature, comme s'il n'y avait pas beaucoup de petits objets. Mais en fait, ça, c'est juste un biais observationnel, parce que les petits objets ne sont pas très brillants, donc sont difficiles à découvrir. Et on peut faire, en analysant comment les astéroïdes sont découverts, et donc en modélisant les biais observationnels, on peut débiaiser la distribution, et donc la courbe bleue qui se branche sur la courbe rouge plus ou moins vers les 5 km montre la distribution débiaisée des astéroïdes. Bon, ça c'est observé, ça c'est déduit par des modèles, mais c'est assez fiable. Donc ça veut dire en fait qu'on connaît aujourd'hui tous les astéroïdes plus grands que 5 km dans la ceinture des astéroïdes, mais si on va vers des astéroïdes plus petits, évidemment on ne les connaît pas tous. Et on estime qu'il y a environ 2 millions d'objets plus grands qu'un kilomètre, 100 millions d'objets plus grands que 100 mètres. Vous voyez les nombres s'envolent. Alors, on peut, étant donné cette population, estimer, bon, c'est encombré, hein, c'est un grand trafic, donc quand les gens se promènent à rue Rivoli un samedi après-midi, ils cognent épaule contre épaule, les astéroïdes peuvent rentrer en collision entre eux, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, dans une région finalement assez confinée. Donc on peut calculer quels sont les taux de collision entre astéroïdes, quelles sont les vitesses typiques des collisions entre les astéroïdes, étant donné les orbites qu'on observe. Et comme j'avais expliqué lors du dernier cours de la fois dernière, de l'année dernière, on peut aussi estimer quelle est l'énergie nécessaire pour briser un astéroïde, pour le casser de façon catastrophique, de façon que ce qui reste est moins de la moitié, contient moins de la moitié de la masse de l'objet initial. Et donc, en utilisant tout ça, donc, si on a, en fonction de l'objet, donc de la taille de l'objet, on connaît l'énergie qu'il faut pour les briser, et ensuite on connaît le nombre d'objets, et on connaît leur vitesse d'impact, donc l'énergie cinétique que les objets délivrent, on peut calculer quelle est la durée de vie statistique d'un objet vis-à-vis des collisions. Donc, vous êtes dans la ceinture des astéroïdes, vous êtes stable, vous n'avez pas de problème dynamique, il n'y a aucune autre planète qui vous chasse, mais le fait d'être dans une ceinture peuplée, vous avez une certaine probabilité que quelqu'un vous cogne dessus et vous brise. Et donc, statistiquement, vous avez une certaine durée de vie collisionnelle. Et on trouve que pour les grands objets, la vie collisionnelle est très très grande. Par exemple, pour casser CRS, il faudrait plus des 100 millions, des 100 millions, des millions d'années. Donc évidemment, CRS ne sera jamais cassé, et d'ailleurs, il est intact. Mais quand les objets diminuent en taille, ils sont plus faciles à casser, sont plus fragiles, et il y a plus de petits objets qui sont capables de les casser. Donc, à 10 km, on franchit une limite. Là, au-dessus des 10 km, les objets plus grands que 10 km ont une espérance de vie qui est supérieure à l'âge du système solaire. L'âge du système solaire est 4,5 milliards d'années, on le verra au cours numéro 3. Les objets qui sont plus petits que 10 km ont une espérance de vie qui est moindre de l'âge du système solaire. Donc, quand on observe un astéroïde à 1 km, de 100 mètres, il ne devrait pas être là, il devrait être déjà mort, donc cassé par des collisions. Pourtant, on les voit. Donc, ça veut dire que les objets qu'on voit ne sont pas des objets primordiaux, mais sont eux-mêmes des fragments, des collisions qui ont eu lieu sur des objets plus grands. Donc, on dit que la ceinture des astéroïdes, en dessous de 10 km, quelques kilomètres, est à l'équilibre collisionnel. Les objets ne survivent pas, ne sont pas des survivants depuis l'origine du système solaire, sont des débris d'astéroïdes plus gros, et il y a un équilibre, il y a autant d'objets qui sont éliminés par collision dans l'unité de temps que créés par cassure d'objets plus grands dans la même unité de temps. Donc vous avez un état stationnaire, un équilibre. Mais les objets plus grands que 10 km, eux ont toutes leurs chances d'avoir survécu. Certains ont cassé, certainement, on va le voir avec les familles d'astéroïdes, mais d'autres pas. Et donc ces objets-là existent dans la ceinture de l'astéroïde depuis la formation du système solaire. Donc aussi, ces vagues que vous voyez dans la distribution des astéroïdes pour les objets grands qui n'ont pas été détruits nous donnent un renseignement sur la distribution des tailles des objets quand ils se sont formés. À un bémol près qu'il est possible, on le verra dans le dernier cours juste avant Noël, que la ceinture des astéroïdes ait été plus
massivement peuplé au départ, et donc évidemment, s'il y avait plus d'objets au départ, la durée de vie collisionnelle était plus courte, et donc peut-être certaines structures viennent d'une activité collisionnelle au début du système solaire quand les astéroïdes étaient plus nombreux. C'est une hypothèse, on verra. Est-ce que ces collisions ont vraiment lieu? Ça semble un peu invraisemblable, que l'espace est très grand, hein. Quand les sondes spatiales traversent la ceinture d'astéroïdes, ils cognent contre rien. Et donc, est-ce que c'est vraiment vrai que les objets cognent? Oui, c'est vraiment vrai, et on a des preuves. Donc, par exemple, celui-ci est un astéroïde, s'appelle Sheila, et un beau jour, le 27 décembre 2010, les astronomes qui l'observent, j'imagine plus ou moins par hasard, découvrent qu'il y a un nuage de poussière autour. Et en regardant les images d'archives, il n'y en avait pas. Et l'explication est que cet objet est rentré en collision avec quelque chose de beaucoup plus petit. Il ne l'a pas détruit, parce que l'objet est toujours là, on les voit, mais il doit avoir créé un cratère, et donc en éjectant des objets dans l'espace, et beaucoup de poussière dans l'espace. Ce n'est pas un cas unique, il y en a d'autres qui ont été découverts, et ces objets-là, on les appelle astéroïdes actifs, parce que quand on les regarde, on ressemble un peu aux comètes, parce qu'il y a un coma de poussière autour, mais c'est juste des poussières, il n'y a pas de trace de dégazage, et donc c'est des poussières dues à l'éjection mécanique lors des collisions. Et effectivement, on a la preuve maintenant, parce qu'on a fait une expérience à grandeur réelle d'impact sur un astéroïde. Il y a une mission de la NASA qui s'appelle DART, qui a impacté un objet, qui est une lune d'un astéroïde Didymos. La lune s'appelle Dimorphos. C'est un impact donc d'un projectile de 546 kg, donc une taille d'une petite voiture, à 5,8 km par seconde, qui est la vitesse typique que les astéroïdes se cognent entre eux. Et là, vous voyez des images prises, je pense, avec le télescope Hubble, et montrent les poussières éjectées par cet objet, et ces poussières sont sorties de l'objet pendant, si je ne me trompe pas, une semaine, le temps qu'il faut pour à faible gravité, pour qu'il y ait un rebondissement du terrain après la frappe du projectile. Et après, la poussière s'est dispersée et l'objet est redevenu complètement normal. Donc ça, c'est une première indication, une première preuve qu'effectivement, il y a des collisions dans les systèmes solaires, parce que de temps en temps, on voit des astéroïdes qui éjectent des poussières. Plus remarquable, ce sont les familles d'astéroïdes. Si vous regardez la distribution des astéroïdes dans l'espace de demi-grand axe, excentricité et inclinaison propre, je vous dirai après ce que c'est, mais bon, prenez-les comme des proxys des demi-grand axe, excentricité et inclinaison pour le moment, vous voyez que la distribution des astéroïdes n'est pas uniforme, il y a des taches très, très, très denses. Donc là, ce sont beaucoup d'astéroïdes qui ont pratiquement les mêmes éléments orbitaux. Alors, statistiquement, c'est impossible que, si les astéroïdes étaient uniformément distribués, c'est statistiquement impossible qu'il y en ait autant avec des orbites si proches. Donc, la seule explication qu'on peut avoir est qu'il s'agissait d'un unique astéroïde qui s'est cassé, qui a été cassé par une collision, et donc a produit beaucoup de fragments, de gros fragments qu'on peut observer au télescope, pas seulement de la poussière. Et donc, à partir d'un astéroïde, on en a fait 1000 ou 10 000. Et ces astéroïdes ont tous à peu près la même orbite du corps progéniteur. Donc ça sont ce qu'on appelle les familles collisionnelles de la ceinture de l'astéroïde et sont capitales pour nous parce que les météorites viennent de là. Il faut qu'un objet soit gravement endommagé et se multiplie pour qu'il puisse devenir une source importante de météorites, et on les verra pertinemment les cours prochains. Donc, je disais, il faut quand même ces éléments propres, qui ne sont pas tout à fait les éléments orbitaux. Parce que si on prend les éléments orbitaux tout court, qu'on appelle aussi éléments osculataires, vous ne voyez pas grand-chose. Les objets sont tous mélangés, vous voyez des zones uniformément noires. En fait, si, quand même, vous voyez, ce groupe-là devient ce groupe-là, il est plus étalé, mais il ressort quand même. Ce groupe-là devient ce groupe-là, ce groupe-là devient ce groupe-là. Bon, vous pouvez soupçonner qu'il y ait quelque chose en regardant juste les éléments orbitaux, mais il faut vraiment faire quelque chose pour faire ressortir tous ces gros mots d'astéroïdes qui signalent chacun une collision catastrophique d'un corps progéniteur. Pourquoi? Parce que les orbites ne sont pas fixes, elles oscillent.
l'excentricité et l'inclinaison, en partie aussi le demi-grand axe, oscillent sous l'effet de la perturbation planétaire. Donc si vous avez deux objets, un objet qui se casse, deux objets, initialement les deux objets ont pratiquement la même orbite, mais une petite différence près, parce qu'il y a quand même une vitesse d'éjection, donc l'orbite est semblable mais légèrement différente. Donc puisque ces orbites sont légèrement différentes, elles vont précesser avec des taux légèrement différents. Et ceci donc se met en phase avec les perturbations planétaires. Vous avez des oscillations de l'excentricité, aussi bien l'objet rouge et l'objet bleu oscillent, mais vu que leur orbite est légèrement différente, oscillent avec des fréquences un tout petit peu différentes. Et donc au départ, ils sont en phase, tous les deux, l'excentricité par exemple diminue, puis ils remontent, mais vous voyez, ils se déphasent. Et donc si vous regardez après un certain temps, par exemple ici, vous dites, oh, cet objet-là a une faible excentricité, l'autre a une grande excentricité, ils ne sont pas liés. Mais non, sont liés, mais simplement, à cause de ces oscillations, sont en opposition des phases. Donc, si vous voulez vraiment comprendre quels astéroïdes sont liés du même progéniteur ou pas, vous devez vous affranchir de ces oscillations. Vous devez les filtrer, vous devez les nettoyer, d'où les noms d'éléments propres. Ça veut dire nettoyer les oscillations. Et ceci s'est fait avec des techniques de mécanique céleste. Alors, j'ouvre une petite parenthèse de mécanique céleste pour les gens qui peuvent être intéressés, après on va revenir. Donc, comment oscille l'excentricité d'un astéroïde? Donc, oscille en concert avec la précession de son longitude du périhélie. Donc, ce qu'il faut, les équations les plus simples sont écrites non pas pour l'excentricité toute seule, mais pour les produits excentricité cosinus de la longitude du périhélie, excentricité sinus de la longitude du périhélie. Et ces deux quantités varient de façon similaire. Et là, on a, si on suppose que l'objet est perturbé par Jupiter et Saturne, s'il y a plus de planètes, il y a plus de termes, c'est la composition des trois termes. Donc, il y a un terme à une certaine amplitude, qu'on appelle l'excentricité propre, et l'argument de l'harmonique est une fonction du temps avec la fréquence de précession propre de l'astéroïde, la précession G. Mais après, on a un forçage, dont l'amplitude dépend de la distance à Jupiter, etc. Et ce forçage a une harmonique temporelle avec la fréquence du périhélie de Jupiter G5, et il y a un autre forçage qui est dû à Saturne avec une fréquence qui est liée à la précession du périhélie de Saturne. Si vous avez une formule de ce type, vous pouvez la traduire géométriquement comme la composition d'un mouvement sous trois cercles, en fait. Donc, l'objet se déplace sur ce cercle-là, qui a un rayon qui est l'amplitude, les forçages de Saturne, mais les centres de ce cercle se déplacent sous ce cercle-là, dont l'amplitude est les forçages dus à Jupiter, dont les centres se propagent autour de ce cercle, dont l'amplitude est l'excentricité propre. C'est un peu un système d'épicycle, comme celui des Ptolémées, mais non pas pour expliquer les mouvements des objets dans l'espace, ça a été résolu par Copernic, mais pour expliquer l'évolution séculaire. Finalement, le système d'épicycle marche très bien. Et donc, la composition de ces trois mouvements vous donne ça. Donc là, voilà, vous avez la rotation autour d'un cercle qui tourne autour sur l'autre cercle, qui tourne sur l'autre cercle. Et donc, comme vous voyez, si vous regardez l'excentricité tout court, qui est la distance du centre, elle peut devenir très petite, elle peut être très grande. C'est vraiment la combinaison de ces trois mouvements qui vous donne cette trajectoire que, à première vue, a l'air désordonnée, mais en fait est parfaitement régulière, en train de suivre ces équations. Donc, la réalité est que quand vous regardez les éléments orbitaux changent comme cette courbe rouge. Et donc, vous pouvez avoir deux objets mais qui ont des trajectoires très similaires, mais si vous les voyez des phases différentes, un peut être là, l'autre peut être là, vous dites, bon, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, l'un a petite excentricité, l'autre en grande excentricité. Donc tout le travail que les mécaniciens doivent faire, est à partir de ces trajectoires apparemment compliquées, sortir les rayons d'excentricité qui a comme rayon l'excentricité propre. Et vous pouvez le faire soit analytiquement, parce que les équations sous-jacentes, vous les connaissez, donc vous devez simplement retrouver à partir d'une position donnée et calculer les amplitudes et les phases pour calculer ça, ou alors vous pouvez le faire par filtrage numérique, il y a des techniques qui font du filtrage numérique. Mais donc c'est ce qu'on utilise pour vraiment identifier les familles, et en particulier les petites familles issues
de la cassure d'objets qui ne sont pas très très gros. Voilà. Après avoir vu les tailles, maintenant on va aborder les problèmes de composition. Les astéroïdes ne sont pas tous faits de la même matière. Il y a une grande diversité parmi les astéroïdes. Comment est-ce qu'on peut connaître la nature des astéroïdes? Au premier abord, on peut avoir une indication sur leur composition en regardant la lumière qui réfléchit du Soleil. Évidemment, ils ne produisent pas de la lumière propre, ils prennent la lumière du Soleil, ils la réfléchissent dans l'espace. Et selon leur nature chimique, ils réfléchissent certaines longueurs d'onde plutôt que d'autres. Donc, on peut mesurer un spectre qui donne en fait la quantité de lumière réfléchie en fonction de chaque longueur d'onde. Elle est normalisée par le spectre du Soleil. Donc, ça veut dire que pour certains objets, on découvre que le spectre de l'astéroïde, donc le spectre solaire est plat, parce qu'on normalise par rapport au spectre solaire. Certains astéroïdes ont un spectre qui monte vers la droite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur les grandes longueurs d'onde, donc vers les couleurs plutôt rouges, l'astéroïde réfléchit davantage que sur les courtes longueurs d'onde, qui correspondent aux couleurs plutôt bleues. Donc là, c'est un astéroïde qui physiquement, si vous aviez un œil assez sensible, vous pourriez dire ah, cet astéroïde est rougeâtre. Mais après, vous avez des objets qui ont les spectres beaucoup plus plats et même quasiment horizontaux. Donc, c'est des astéroïdes neutres qui réfléchissent la lumière du Soleil à peu près de la même manière à toutes les longueurs d'onde. Et après, il y a même des astéroïdes qui sont plutôt bleus, parce qu'ils réfléchissent davantage la lumière à courte longueur d'onde, dans les couleurs bleues, que dans les couleurs rouges. Et ces différences des couleurs, dans ces différences des gradients spectrales, en fait, dépendent de la nature chimique qu'on a, au moins à la surface de l'objet, ce qui est à l'intérieur, évidemment, inaccessible par des observations à distance. En plus, vous voyez que dans certains cas, ces spectres ne sont pas simplement linéaires. Dans certains cas, ils le sont, mais dans d'autres cas, ils ont des oscillations. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des bandes spectrales. Donc il y a des longueurs d'onde bien spécifiques où l'astéroïde ne réfléchit pas trop, parce que la lumière est absorbée par les minéraux spécifiques qui se trouvent à la surface. Et en étudiant les spectres en laboratoire avec différents minéraux, on tâtonne, on essaye pour identifier les minéraux qui se retrouvent à la surface des astéroïdes. Par exemple, cet astéroïde, voilà, les lettres, j'ai oublié de dire, donc, évidemment, vu que les spectres sont tous différents, c'est comme les biologistes, quand ils regardent les fleurs, ils donnent des noms. Les astronomes, c'est bien connu, n'ont pas de fantaisie, et donc ils donnent seulement des lettres, S, SA, SQ, SS, C, B, D, A, etc. Bon, voilà. Donc cet astéroïde de type A, c'est une convention, a bien une bande, et cette bande est identifiée en laboratoire comme être la bande de l'olivine. Donc ça veut dire que cet objet n'est pas forcément entièrement fait d'olivine, mais a une certaine quantité d'olivine exposée à la surface qui absorbe la lumière solaire, et donc on peut très bien l'identifier. Cet objet-là, un objet du type S, a deux bandes, et ces bandes correspondent à l'olivine, mais avec du pyroxène, par exemple. Et cet objet-là a des bandes un peu différentes, et qui correspondent au pyroxène et des plagioclases, et donc nous révèle que dans ces cas, on a à la surface des basaltes. Les basaltes sont des laves solidifiées, un peu comme celles qu'on retrouve autour du volcan terrestre. Donc c'est comme ça qu'on peut avoir une idée de certains minéraux qui se trouvent à la surface de certains objets. Mais bien sûr, quand les spectres ne montrent pas de bandes, ce qu'on appelle les featureless, donc n'ont pas de caractéristiques, c'est très difficile de dire effectivement quels sont les minéraux. Ensuite, nous avons une deuxième information sur la surface de ces objets qui vient de leur albédo. L'albédo est la fraction intégrée de la lumière solaire qui est réfléchie par l'astéroïde. Donc, si un astéroïde réfléchit beaucoup, son albédo, beaucoup de lumière, son albédo est très élevé. Si un astéroïde est plutôt sombre, son albédo est plutôt faible. Si vous prenez une page blanche, son albédo est plus grande qu'une page noire, parce qu'une page noire réfléchit moins la lumière qu'une page blanche. On peut mesurer l'albédo des astéroïdes en combinant les observations visibles et les observations dans l'infrarouge. Parce que les visibles vous donnent la lumière réfléchie, l'infrarouge vous donne la
la lumière émise à cause de la température de l'objet. Donc évidemment, si un objet réfléchit beaucoup, il ne chauffe pas trop. Donc il sera brillant dans les visibles et plutôt sombre dans l'infrarouge. C'est pour ça que l'été, on s'habille plutôt en blanc. Et par contre, si l'objet a une faible albédo, il ne réfléchit pas beaucoup, mais il chauffe, parce que l'énergie n'est pas perdue. Et donc il émet beaucoup dans l'infrarouge. Donc il n'émet pas beaucoup dans les visibles, mais beaucoup dans l'infrarouge. Et donc en combinant observation visible et infrarouge, on peut calculer l'albédo. Et on voit que, bon, ici c'est un diagramme, un histogramme qui montre les albédos de tous les astéroïdes observés. Il y en a aujourd'hui beaucoup. Et vous voyez que cette distribution est bimodale. Continue, mais bimodale. Il y a des astéroïdes qui sont très, très, très sombres, réfléchissent quelques pourcents de la lumière solaire. Des objets très, très, très bien brillants réfléchissent à moitié de la lumière solaire, mais la plupart sont dans un de ces deux pics. Donc réfléchissent environ 7% de la lumière solaire s'ils sont plutôt sombres, ou ils réfléchissent environ 30% de la lumière solaire s'ils sont plutôt brillants. Et il y a des corrélations, bien sûr, avec les classes spectroscopiques qu'on définit à partir de la forme des spectres. Les objets brillants sont plutôt des objets comme ceux-là, donc toute la classe S, mais aussi certains de la classe X, on a aussi des objets de la classe L, K, V, etc. Ça, c'est tous des astéroïdes qui réfléchissent beaucoup la lumière solaire. Et par contre, les objets sombres sont plutôt la classe C, B, la classe D, la classe T, etc. Donc des objets qui typiquement n'ont pas des bandes, donc c'est difficile de déterminer quelle est leur minéralogie, mais ont tendance à être plus ou moins rouges, entre très très rouges comme les D et les T, un peu moins rouges comme les C. Et donc, c'est à partir de là qu'on déduit que ces objets qui sont très sombres, avec pas beaucoup de bandes, doivent avoir des compositions de surface qui sont dominées par les carbones, des composants carbonés, etc. Donc, très différents des objets brillants qui, eux, sont dominés par l'olivine, par les pyroxènes, par les basaltes, etc. Donc, vraiment, deux classes d'astéroïdes très différentes, même si entre ces deux groupes, brillantes et sombres, il y a des sous-classes tout à fait significative. Alors, en se basant sur cette constatation, on peut donc s'interroger où sont les objets, selon les différentes classes. Est-ce qu'ils sont bien mélangés ou pas du tout? Donc ici, les auteurs, Demeo et Cary, ont regroupé de façon graphique tous les objets qui sont plutôt sombres et sans bandes, dans des couleurs bleuâtres, et tous les objets qui sont plutôt brillants et avec des bandes dans les couleurs rouges, et les autres, ben, c'est plutôt gris. Et ils ont ici dessiné, en fonction du demi-grand axe, la quantité des objets qui font partie d'un groupe ou de l'autre. Alors, il se pose la question, comment est-ce qu'on représente la quantité d'objets? Donc, on pourrait dire les nombres d'astéroïdes, mais ça n'a pas beaucoup de sens, parce que si je regarde les objets des 100 mètres, ben, il y en a beaucoup, et si je regarde les objets des 100 km, il n'y en a pas beaucoup. Donc la bonne idée des auteurs est calculer la masse totale. Et la masse totale, peu importe si c'est beaucoup de petits ou en gros, c'est plus significatif que les nombres d'objets. Pour ce faire, ils ont quand même singularisé les 4 astéroïdes majeurs, hein, Vesta, Cérès, Pallas et IGA, donc eux ne rentrent pas dans la masse totale. Et voilà les distributions. Donc, ce qu'on trouve est que la partie interne, qui est un grand mélange, première chose, parce que vous voyez qu'il y a aussi bien des courbes rouges, donc des objets plutôt silicatés, et des courbes bleues, donc des objets plutôt carbonés. Donc, il y a du mélange. Mais ce mélange n'est pas complètement uniforme. Dans la partie interne de la ceinture des astéroïdes, vous avez certainement plus d'objets silicatés que d'objets carbonés. Si vous allez dans la partie, donc ça c'est la partie entre la résonance nu6, 4.1 et la résonance 3, entre 2 et 2,5 unités astronomiques. Si vous allez dans la ceinture centrale, donc entre la résonance 3.1 et 5.2, c'est à peu près les mêmes nombres. Après, en masse, ben, on est dominé par Cérès, mais si on enlève Cérès, en masse, c'est à peu près équivalent entre les objets silicatés et les objets carbonés. Mais si vous allez au-delà des 2,8 unités astronomiques, les objets carbonés prennent les dessus, et très vite, les objets silicatés disparaissent. Vous voyez, par exemple, parmi les Hilda, il n'y en a pas un seul qui n'était jamais détecté. Et au-delà de la résonance 2.1, il y en a vraiment très très peu.
Et en fait, au-delà de la résonance de 1, même les objets de type C deviennent minoritaires et les objets les plus fréquents sont ces objets ultra-rouges des types D ou P ou T, etc. Donc, la ceinture des astéroïdes est bien mélangée, mais pas complètement. Et donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra, en particulier à la fin du cycle du cours, pour essayer d'expliquer. Ça nous dit quelque chose sur comment, évidemment, les objets des spectres différents, des natures différentes, donc on imagine qu'ils se sont formés dans des zones du disque différents, mais ils se retrouvent au même endroit, mais pas complètement mélangés. Donc, ceci, ça nous donnera des informations importantes sur comment l'injection dans la ceinture des astéroïdes s'est faite. Alors, faire des spectres, c'est très compliqué, il faut un spectrographe, etc., il faut beaucoup de temps. Donc, on peut essayer de prendre un raccourci. Et le raccourci est la photométrie couleur. Donc, le télescope observe, on peut mettre des filtres. Et il y a ce qu'on appelle des bandes spectrales, donc des filtres bien caractérisés que tout le monde utilise, qui font passer la lumière seulement dans un certain intervalle de longueur d'onde. Par exemple, le filtre G fait passer la lumière autour de 468 nanomètres, plus ou moins 70 nanomètres. Les filtres R, 616, plus ou moins 70, etc. Donc c'est très facile, quand vous observez un objet, vous passez une roue à filtre, tac, 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 et vous mesurez la brillance de l'astéroïde dans chacune de ces bandes. Et après, vous pouvez définir un indice spectral qui est la différence de la luminosité mesurée pour un astéroïde donné dans deux bandes spectrales proches. Par exemple, vous prenez la brillance dans la bande Z, vous soustrayez la brillance dans la bande I. Vous prenez la brillance dans la bande R, vous soustrayez la brillance dans la bande G. Et ainsi, vous avez donc des indicateurs, des pentes des spectres. Hein. Donc, c'est comme des spectres à faible résolution, c'est comme si vous aviez 5 points sur un spectre, et vous regardez la dérivée entre les points proches. Après, donc, vous avez toutes ces données, et vous devez essayer de les visualiser et d'y comprendre quelque chose. Et là, on utilise une technique qu'on utilise beaucoup en astronomie, et pas seulement, qui est la technique des composantes principales. Quand vous avez beaucoup de données, vous devez essayer de comprendre quelles sont les données les plus significatives, dans lesquelles les différences entre les objets ressortent davantage. Et ce n'est pas forcément la donnée A ou la donnée B plutôt que la donnée C, ça peut être des combinaisons des données. Et en particulier, donc il y a une survey qui s'appelle le Sloan Digital Sky Survey, qui a observé une énorme quantité d'astéroïdes dans tous ces filtres. Et pour leur observation, les scientifiques ont déterminé que les paramètres qui permettent de séparer davantage, distinguer davantage les objets, sont la différence entre l'indice spectral I-Z. Eux, c'est le truc bâtard, qui est une combinaison linéaire de l'indice spectral G-R et de l'indice spectral R-I. Bon, ça donne ça. Donc, les astéroïdes, dans ces deux composantes principales, I-Z et A astérisque, donnent ces trucs-là, et on peut les séparer par cadran ou par couleur. Et ce qui est joli, est que maintenant, la position des objets dans ces diagrammes couleurs correspond au spectre déterminé tout à l'heure par spectroscopie. Donc, on retrouve dans les cadrans en haut à gauche les astéroïdes de type C. On retrouve, donc on va dorénavant plutôt coloré en bleu. On retrouve dans les cadrans en haut à droite les astéroïdes de type S, donc les silicatés. On va colorer en orange. Et dans les cadrans en bas à droite, les astéroïdes de type V, qui sont les astéroïdes qui ont une croûte de basalte à leur surface, qu'on va colorer en vert. Et donc après, une fois qu'on a ce code couleur, on peut tracer la ceinture des astéroïdes, toujours un élément propre, demi-grand axe inclinaison, demi-grand axe excentricité. Et qu'est-ce que vous voyez? Que les couleurs ne sont pas du tout uniformément distribuées. Il y a clairement des taches couleurs qui apparaissent dans la ceinture des astéroïdes, et ces taches couleurs correspondent aux familles d'astéroïdes. Donc, les dessins ici démontrent que les familles se distinguent vraiment comme des taches de couleur uniformes, ce qui est cohérent avec l'idée qu'une famille est due à un objet qui s'est cassé en 1000 morceaux. Mais donc, les 1000 morceaux ont tous la même composition, et donc ont tous les mêmes couleurs. Et là, c'est tous les astéroïdes, hein, donc on voit les familles ressortir comme des taches de couleur uniformes. Là, c'est juste les familles mises en évidence. Vous voyez que chaque famille, il n'y a pas
Les couleurs sont vraiment homogènes, et quand vous voyez un truc comme ça, là, c'est différentes familles qui se chevauchent. Et se chevauchent en excentricité, mais pas en inclinaison, par exemple. Ce sont vraiment des entités différentes. Et voilà. Donc, ça fait 1 heure que je parle, donc on va faire une petite pause. Et dans la deuxième heure, on va reprendre en décrivant quelques astéroïdes notables, Cérès, Vesta, etc. Et après, parler de comment, justement, les astéroïdes, de temps en temps, s'échappent de la ceinture principale pour croiser l'orbite de la Terre et donner des astéroïdes géocroiseurs et aussi des météorites. Donc, rendez-vous dans 5 minutes. Pour continuer, venons voir quelques objets notables dans la ceinture des astéroïdes. Donc, en commençant par le plus gros, Cérès, et aussi un astéroïde pour lequel aujourd'hui on connaît beaucoup de choses, parce qu'il y a une sonde spatiale, la sonde Dawn de la NASA, qui a visité cet objet, s'est mis en orbite autour pendant 4 ans, et donc on a fait vraiment une étude très exhaustive de cet objet. Donc c'est le premier astéroïde découvert, 1801, par Piazzi, en Sicile. C'est le plus gros, 940 km de diamètre, forme assez sphérique. Et à lui tout seul, il contient 40% de la masse totale de la ceinture de l'astéroïde. Donc, du point de vue du spectre, vu que maintenant on connaît les spectres, donc c'est du type C, en fait c'est une sous-classe du C qui s'appelle G, parce qu'on révèle spectroscopiquement, il y a des bandes, hein, les astéroïdes de type C n'ont pas de bandes, mais celui-là a des bandes, et c'est des bandes qui correspondent à l'argile. Donc il y a bien des matériaux voilà, hydratés, altérés par la présence d'eau. Alors avec la sonde Dawn, on a tourné autour, donc on a des informations sur la surface et la morphologie de l'objet et aussi sur son intérieur grâce au champ de gravité. Donc la surface est riche en carbone, et riche en carbonate, en argile, en phyllosilicate, eux-mêmes riches en ammonium, et donc tous des minéraux très altérés par l'eau. Donc cet objet avait beaucoup d'eau quand il s'est formé, et une partie de cette eau a fondu, et donc l'eau liquide a interagi avec les minéraux, a altéré les minéraux pour créer ce qu'on appelle les minéraux hydratés. Encore aujourd'hui, 20% de la surface, de la masse de la croûte des Cérès est composée de carbone, et il y a même 10% d'eau encore dans la croûte, surtout concentrée vers les régions polaires. C'est un objet sombre, il réfléchit seulement de 7,5% de la lumière, et c'est un objet pas très dense, hein, sa densité est seulement 2 fois la densité de l'eau. Donc c'est un objet qui est assez léger, hein, par rapport à sa taille. Donc la mission Dawn a permis de cartographier la surface et l'auteur de la surface. Ici les couleurs montrent l'auteur par rapport à l'ellipsoïde moyen qui représente la planète. Donc en rouge, vous avez plutôt le haut plateau, en bleu, vous avez plutôt les dépressions. Vous voyez plein de dépressions circulaires, ce sont des cratères. Hein. Donc Cérès n'est pas cassé, il n'a pas de famille, mais évidemment, il a été bombardé par des objets plus petits qui ont créé beaucoup de cratères à la surface, un peu comme sur la Lune ou sur Mars, on voit beaucoup de cratères aujourd'hui. En fait, il y a beaucoup de cratères, mais pas assez. Donc, par rapport à ce qu'on s'attendrait que Cérès ait subi pendant tout l'âge du système solaire, le nombre de cratères est beaucoup moindre, et surtout, il n'y a pas vraiment de très grands cratères d'impact, les fameux bassins d'impact. Et la raison est que les cratères, probablement, s'effacent avec le temps. Cet astéroïde est un peu mou, en fait. Et donc, quand vous créez de la topologie, avec des escarpements, parce que vous avez fait un trou, vous avez fait un cratère, tout doucement, la matière se relaxe et les escarpements deviennent moins escarpés. Et donc, à la fin, la structure morphologique liée au cratère s'efface. Et en plus, il y a, donc c'est ce qu'on appelle la relaxation visqueuse de la croûte. La croûte se comporte un peu comme un fluide, très visqueux, pas comme l'eau. L'eau, sinon, quand vous jetez un caillou dans l'eau, l'eau redevient plate tout de suite. Donc là, il y a une viscosité, ça peut prendre des centaines de millions d'années pour effacer la structure, mais la structure s'efface quand même. Et en plus, il y a une certaine forme de volcanisme
sur Cérès qui s'appelle les cryovolcanismes. Ici, on voit un exemple de ces cryovolcans qui s'appelle Aouna Mons, c'est ce truc-là, juste à côté d'un cratère. Alors, vu du haut, ce n'est pas très clair qu'est-ce qui ressort vers vous et qu'est-ce qui est en dépression. Donc là, j'ai pris une autre image, vue plutôt par un vol rasant de la sonde. Donc là, vous voyez très bien la montagne, et derrière, il y a le cratère. Donc c'est une montagne de 3 km d'auteur. C'est un cryovolcan. En fait, un cryovolcan, c'est un volcan qui érupte, mais alors que les volcans terrestres éruptent du magma qui vient du bas de la croûte terrestre, les cryovolcans éruptent de l'eau, de la glace, de la matière boueuse qui est entraînée par la glace, etc. Et on les retrouve beaucoup sur les mondes glacés. Donc, Cérès, c'est un cas, mais on le trouve aussi sur les satellites des planètes géantes qui sont riches en eau à leur intérieur. Et en comptant les nombres de cryovolcans détectés et en tenant compte de la relaxation visqueuse de la croûte, on estime que sur Cérès, il y a un nouveau cryovolcan qui se forme tous les 50 millions d'années en moyenne. Et donc, vous comprenez que ceci, les montagnes qui se forment, après s'effacent, vont effacer aussi les cratères sur lesquels elles se forment. Les cratères d'impact, par rapport ressemblent un peu aux cratères d'impact qu'on voit sur la Lune ou sur Mars, à une grosse différence près que les cratères sur la Lune, par exemple, ont toujours un pic central. C'est dû au fait que quand l'objet percute la Lune et crée les cratères, il y a un rebondissement au centre, donc la roche fusionnée remonte et cristallise en formant un cône central, un sommet central, qui est caractéristique de tous les cratères lunaires. Il n'y a rien de tel sur Cérès. Il y a une dépression centrale, il n'y a pas un pic central, et ça encore est dû au fait que Cérès, ce n'est pas la Lune, c'est vraiment un objet qui est riche en glace, qui est riche en eau, qui est très mou et qui a tendance à se relaxer. Dans un cratère particulier, les cratères d'Ocator, la sonde a découvert des régions très brillantes. Et ces zones très brillantes sont en gros des zones de sel, en fait, sont dues à des saumures, ce n'est pas du sel pur, des saumures, et sont riches en ammonium, sulfate de magnésium, elles viennent du sous-sol, c'est encore des processus éruptifs qui viennent du sous-sol en profitant du fait que la croûte est moins épaisse là où les cratères s'est formé. Et l'existence d'ammonium est assez intéressante parce que l'ammonium est un élément très volatile et normalement l'ammonium condense dans un disque protoplanétaire pas au-delà des 8-10 unités astronomiques. Or Cérès se trouve aujourd'hui à moins de 3. Donc l'existence de l'ammonium, la richesse en ammonium de Cérès suggère que cet objet qui se trouve aujourd'hui dans la ceinture d'astéroïdes pourrait s'être formé beaucoup plus loin, avoir été injecté dans la ceinture de l'astéroïde, processus qu'on verra lors des derniers cours. En plus de l'analyse de la surface, minéralogie et morphologie, la sonde, en tournant autour, cartographie les champs de gravité de l'objet. Et c'est un renseignement essentiel pour déterminer la structure interne. Évidemment, on ne peut pas sonder l'objet, on ne peut pas les percer, mais les champs de gravité permettent, par biais des modèles, des suppositions plus ou moins assez raisonnables, de déduire la structure interne de l'objet. Et les modèles de référence de structure interne de Cérès à la lumière des données DAWN a été effectué par Roger Castillo, qui est une chercheuse française qui travaille au JPL, qui est les centres qui géraient la mission. Et donc, c'est un modèle en 3 couches. Il existe aussi des modèles plus simples, en 2 couches, etc., mais celui-ci veut vraiment s'affirmer comme le modèle de référence. Donc, Cérès aurait une croûte externe d'environ une quarantaine de kilomètres d'épaisseur, qui est composée de glace, des sels et des minéraux hydratés. En dessous, il y aurait une couche d'une soixantaine de kilomètres, qui est un mélange boueux de saumures et de roches, donc encore un astéroïde mou. Ce n'est pas vraiment des roches dures comme les basaltes ou les silicates. Et en dessous donc, de ces 100 premiers kilomètres, on trouve un manteau. Et ce manteau aussi est composé assez
composé des roches hydratées, telles que les argiles, le tout pour justifier la faible densité de Cérès, qui a juste une densité qui est 2 fois celle de l'eau. Il n'y a pas de noyau de fer, par exemple, sous cet astéroïde, et l'astéroïde n'a jamais pu différencier le fer des autres roches, et donc l'intérieur reste un mélange assez homogène de ces constituants. En contraste, on passe à l'astéroïde Vesta. Alors, Vesta, ce n'est pas l'astéroïde numéro 2, c'est l'astéroïde numéro 4, quatrième astéroïde découvert, et c'est le deuxième plus gros de la ceinture. Mais je parle de celui-là parce qu'on a aussi des informations très détaillées, parce que la mission Dawn, avant d'aller vers Cérès, est restée 2 ans autour de Vesta. Et donc, on a des magnifiques images et une étude en profondeur. Eh bien, c'est un objet complètement différent. Donc, déjà, il n'est pas sphérique, ses dimensions sont assez aplaties, donc ses dimensions sont 572 fois 567 et 446 km. Il est couvert des basaltes, donc les types spectroscopiques V, si vous vous souvenez de la classification spectroscopique de tout à l'heure, c'est qui montrait l'orthopyroxène, donc les basaltes, effectivement, sa croûte est une croûte couverte des basaltes. Et donc les basaltes, même s'il a l'air sombre sur Terre quand vous les voyez autour d'un volcan, a en fait une albédo assez élevée et réfléchit 38% de la lumière solaire. La densité est complètement différente, alors que Cérès était 2, là on est à 3,42, donc une densité presque double. Alors, d'abord, la structure interne. Donc le fait qu'il y ait une croûte basaltique, ça veut dire éruption partout. Okay. Et donc, l'existence de cette croûte basaltique qui couvre entièrement l'astéroïde suggère que cet astéroïde a complètement fondu dans le passé. Et donc, les roches ont fondu, ont formé des laves, et après, les matériaux plus légers, les basaltes, se mettent en surface, se cristallisent en surface. Et donc, cet état de fusion globale a permis à l'objet d'avoir une structure caractérisée par un noyau métallique au centre, dont la taille est estimée d'être environ 100 km des rayons, entouré d'un noyau d'olivine, donc vert, parce que le vert c'est plutôt couleur de l'olivine, couvert par une croûte basaltique. Et donc, si ceci est vrai, Vesta serait donc une mini-planète tellurique, parce que ça c'est en gros la structure de la Terre, ou la structure de Mars. Voilà. Donc, et ce qui est intéressant est que Vesta est le seul astéroïde à avoir une telle structure. Quand on regarde les autres astéroïdes, on a parfois des morceaux qui viennent des corps différenciés comme Vesta, des astéroïdes qui sont très riches en fer, qui donc ont été extraits du noyau. On a quelques astéroïdes, pas beaucoup, d'olivine, qui ont été extraits du manteau. On a pas mal d'astéroïdes qui sont des basaltes, qui viennent de la croûte des corps différenciés. Mais Vesta est bien le seul qui est resté intact et garde ces types de structures. Donc ceci est ce qu'on croyait jusqu'à cette année. Après cette année, il y a eu un résultat assez bouleversant, toujours par l'équipe du JPL, donc qui gérait la mission. Donc les champs de gravité ont été réanalysés en profondeur par Parker et al. Et eux, ils trouvent quelque chose de très intéressant. Donc il y a évidemment, donc ces diagrammes montrent la densité en fonction de la profondeur. 0 est le centre de l'objet, 270 c'est les rayons, la surface de l'objet. Et ici, vous avez la densité en fonction de la profondeur. Évidemment, ces modèles ont des barres d'erreur magnifiquement bien évaluées. Donc, en gros, la densité peut être n'importe où entre ces deux limites. Okay. Mais vous avez quand même 50% de probabilité qu'il soit plutôt à l'intérieur de la bande sombre et 80% de probabilité qu'il soit à l'intérieur de la bande bleu et 100% qu'il soit à l'intérieur de la bande bleu clair. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? On voit une très nette discontinuité ici, à 60 km de profondeur, et ça, c'est la transition entre la croûte basaltique et les manteaux. Parfait. Mais après, on voit, alors que tout à l'heure, je vous ai dit, parce que c'était estimé, que les noyaux de fer avaient un rayon de 100 km, on ne voit aucune discontinuité à 100 km. On voit une légère montée de la densité qui rampe plutôt vers les 50 km que les 100 km, toujours sans vraiment une véritable discontinuité. Et ça, c'est une nouveauté, donc qui bouleverse ce qui avait été écrit sur Vesta pendant longtemps. Il suggère que Vesta n'a pas un noyau très net, en fait.
et que ces noyaux, certainement plus denses, contiennent beaucoup de fer, mais ils restent quand même partiellement mélangés à l'olivine, et la transition entre le monde de l'olivine et le monde du métal s'est fait graduellement. Et ça, c'est complètement différent de ce qui se passe dans les planètes, dans la Terre, par exemple, où la séparation entre les noyaux et les manteaux est super nette. Et ce serait super d'avoir de la sismologie sur Vesta. On confirme ça. Pour le moment, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Et les auteurs donc, disent le fait qu'il n'y ait pas une transition nette entre les noyaux et les manteaux veut dire que cet objet a fondu, mais partiellement, pas complètement. Et donc, peut-être, c'est dû au fait qu'il ne s'est pas formé tout de suite. Il a pris quand même un peu de retard pour se former. On verra au cours 5 comme l'âge, les moments de la formation d'un astéroïde affectent son évolution thermique. Sa croûte, donc, est des basaltes, contient beaucoup de cratères, mais est surtout caractérisé par deux grands bassins d'impact. Il y a un bassin d'impact, les bassins d'impact sont des grands cratères, on appelle sur la Lune bassins les cratères plus grands que 300 km de diamètre. Et là, il y en a deux. Il y en a un que les astronomes ont appelé Veneneia de 400 km, qui est plus ancien, parce qu'au-dessus, partiellement chevauché, il y en a un autre qui s'appelle Rea Silvia de 500 km, donc est arrivé après. Et ces deux bassins sont plutôt vers les pôles sud. Donc là, c'est une image de Vesta. Donc les couleurs, encore une fois, c'est l'auteur. Hein. Donc c'est une image du pôle sud de Vesta. Donc vous voyez cette dépression. Et ici, c'est l'image d'à côté. Donc ça, c'est les pôles sud. Et il y a les cratères et son pic central, à la différence des Cérès, il y a bien un pic central. Et donc il y a une différence d'auteur entre le pic central et le fond du bassin de 25 km. Donc c'est un bassin énorme qui a dû éjecter beaucoup de matière. Et effectivement, Vesta est le corps principal d'une famille d'astéroïdes, qui s'appelle la famille de Vesta, et qu'on voit très bien là, aussi bien dans l'espace des éléments propres que dans l'espace des couleurs, c'était cette tache verte que je vous ai montrée tout à l'heure, parce que tous les objets éjectés du bassin viennent de la croûte, et donc sont tous basaltiques, donc sont tous la même nature, et donc ils apparaissent toujours tous avec le même spectre, avec la même couleur. En fait, ces bassins, même s'il a creusé la croûte jusqu'à une 60 km de profondeur, n'est pas arrivé à exposer les manteaux. Okay. C'est qu'il y a un accord avec ce résultat, où en fait la transition croûte-manteau est plutôt à 60 km de profondeur, donc je vais arriver presque au manteau, mais pas tout à fait, un peu comme les South Pole Aitken sur la Lune. Et donc, d'où l'homogénéité de la famille de Vesta, qui est en fait seulement des fragments de la croûte en composition assez homogène. Bon, Vesta et Cérès sont les deux seuls astéroïdes qu'on a vraiment étudiés en détail avec des sondes qui tournent autour, qui calculent les champs de gravité, permettent d'estimer la structure interne, etc. Il y a d'autres astéroïdes qui ont été visités par des sondes spatiales, mais juste en flyby. Ça veut dire la mission passe, prend des photos et s'en va. Et donc, par exemple, vu qu'on n'a pas pu tourner autour, on ne peut pas cartographier les champs de gravité. On peut quand même, en mesurant la déviation de la sonde au passage proche de l'astéroïde, estimer une masse, et étant donné la forme géométrique révélée par les images, calculer une densité. Donc ça, c'est la galerie de tous les astéroïdes qui ont été visités en flyby par des sondes spatiales, avec leur taille en proportion. Donc ça va d'objets très petits, comme demi-kilomètres, comme l'astéroïde Bennu. Il y a un astéroïde sur lequel on a prélevé un échantillon, la NASA a prélevé un échantillon, ou l'astéroïde Ryugu, 1 kilomètre, sur lequel la JAXA, l'agence spatiale japonaise, a prélevé un échantillon. Je reviendrai la semaine prochaine. Et après, il y a des objets beaucoup plus gros, les plus gros étant l'UTCA, qui est 130 fois 100 km. Ce sont des objets de nature différente. Hein. Là, par exemple, IDA, un objet de type S, silicaté. Là, c'est un objet pas très clair, quelle est sa structure, on pourrait être lié au chondrite en statite, on verra ça la semaine prochaine. Là, on a par contre des astéroïdes primitifs, riches en carbone. Et Mathilde, c'est un grand objet aussi, de type primitif. Il est caractérisé, en gros, il manque tout un morceau, vous voyez. Et donc, on pense que c'est un grand cratère d'impact, mais c'est un cratère qui s'est formé différemment des cratères, par exemple, sur Vesta. Ce n'est pas un cratère qui se forme en éjectant de la matière, mais c'est un cratère qui se forme en compactant la matière. L'astéroïde est très poreux, donc on tombe dessus et on compacte la matière, un peu comme on fait tomber une pierre sur le sable, sur la plage. Et ça parce que la densité générale de cet objet est très faible, 1,3 g par centimètre cube, à peine plus dense que l'eau,
alors que les astéroïdes silicatés comme Ida ou Lutetia ont des densités de 2,5-3 grammes par centimètre cube. Ces densités sont plus élevées, mais sont quand même faibles par rapport à celles des minéraux. Si vous prenez un silicate, il est bien plus dense que 2,5 grammes par centimètre cube. Donc ça veut dire que ces objets, même s'ils sont faits de silicates, sont quand même assez poreux à l'intérieur, sans doute par la manière dont ils se sont accrépés ou fracturés à leur intérieur à la suite des impacts. Il y a une catégorie d'objets qui est très intéressante, ça s'appelle les comètes de la ceinture principale des astéroïdes. Ceux-ci sont des objets qui, à un moment donné, montrent au passage au périhélie une activité cométaire. Et cette activité cométaire est différente de celle de Sheila que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, Sheila était juste de la poussière, il n'y avait pas de signe de dégazage, pas au périhélie, et c'était sans doute dû à une collision. Là, c'est des objets, donc par exemple l'astéroïde 7968 El Pizarro, qui à chaque fois qu'il passe au périhélie, il montre de l'activité, puis il va à l'aphélie, il n'y a plus d'activité. Donc, et en plus, on a pu mesurer qu'il y a aussi de la vapeur d'eau, donc du signe du dégazage. Donc ça veut dire que c'est un objet qui a de la glace sous sa surface, pas très profonde, et probablement cette glace a été exposée par un petit cratère qui s'est formé récemment à cause d'un impact. Et en fait, on estime que les dégazages proviennent d'une région de seulement 600 mètres de diamètre, donc c'est un tout petit cratère finalement. Et évidemment, la glace s'évapore de ces cratères quand l'objet passe au plus près du Soleil, parce qu'il fait chaud, mais évidemment, en s'évaporant un jour, un passage, après un passage, après un passage, toute la glace des surfaces va partir, donc à un moment donné, l'objet va bien sûr s'éteindre. Donc on pense qu'un objet de ce type reste actif pendant une centaine d'orbites, pas beaucoup plus. Cet objet n'est pas unique, il y a d'autres objets similaires. Et ici, je vous montre où ils sont, donc un diagramme des migrants d'axe d'excentricité, la ceinture d'astéroïdes que vous connaissez, les comètes classiques qui viennent de l'extérieur du système solaire et qui donc sont croisent toutes Jupiter. Et ça sont les positions des comètes de la ceinture principale en vert détectées jusqu'à aujourd'hui. En rouge, vous avez les autres astéroïdes comme Sheila qui montrent une éjection de poussière mais due aux collisions et pas au dégazage. Et en jaune, on ne sait pas très bien à quoi est due l'éjection de poussière. Ça pourrait être du dégazage, ça pourrait être une collision, on ne sait pas trop. Alors, un article hyper intéressant, sorti récemment, montre que la plupart de ces comètes de la ceinture principale sont membres des familles d'astéroïdes. Donc, par exemple, là, vous en avez 4 dans la famille des Thémis, vous en avez 2 dans la famille des Lixiaoua, vous en avez 2 dans la famille des Theobalda. Donc, il semble très rare d'avoir une comète de la ceinture principale sur un astéroïde isolé. Ça doit être un membre de famille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça vraiment s'interroge. Parce que, bon, clairement, il y a des astéroïdes qui ont de la glace à l'intérieur. Si les astéroïdes qui ont de la glace avaient de la glace jusqu'à la surface, bon, sur la surface, la glace sublime parce qu'elle est irradiée par les soleils, mais juste en dessous, à quelques mètres en dessous de la surface, à chaque fois qu'il y a un cratère, il y aurait de l'activité. Donc, on devrait voir des comètes de la famille de la ceinture principale aussi sur des astéroïdes isolés, qui n'ont pas famille, qui ne se sont pas fragmentés de façon catastrophique. Or, on ne l'observe pas. Donc, ça suggère que quand les astéroïdes se sont formés avec la glace à l'intérieur, pour une raison X, Y, ils ont perdu leur glace sur toute une couche assez profonde près de la surface. De façon que quand ces astéroïdes-là sont cratérisés, les cratères n'arrivent pas à exposer la glace en profondeur, et donc on ne voit aucune activité. Et pour voir l'activité, il faut que l'objet soit d'abord catastrophiquement détruit, et donc il y a des morceaux de l'objet qui n'ont pas de la glace, et d'autres morceaux d'objets qui ont de la glace, cette fois jusqu'à la surface, parce qu'elle vient à l'intérieur. La glace des surfaces, encore une fois, évapore très vite, mais reste juste 1 mètre en dessous. Et donc, dès qu'un de ces fragments-là est cratérisé à son tour, la glace est exposée, et là, on voit l'activité cométaire. Et ça, c'est intriguant, cette vision des choses, parce que les astéroïdes devraient chauffer plutôt de l'intérieur, comme je montrerai dans le cours numéro 5. Et donc, on s'attendrait plutôt à l'inverse, que les objets ont perdu la glace au centre, que la glace est plutôt dans une couronne de surface. Mais cette observation que les comètes de la ceinture principale sont tous fragments des familles où l'astéroïde primordial a été détruit catastrophiquement, suggère plutôt l'inverse, ce qui est assez intéressant.
Voilà, je viens maintenant à la dernière partie de mon exposé, essayer de comprendre comment les astéroïdes sortent de la ceinture des astéroïdes. Et il en faut, parce qu'on a vu qu'on a des astéroïdes géocroiseurs, et on a les météorites, qui sont rien d'autre que des petits astéroïdes géocroiseurs qui tombent sur Terre. Alors, la clé de l'explication, c'était assez mystérieux, hein, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Et l'explication vient d'un mécanisme qui avait été imaginé, conçu par un ingénieur russe au début du XXe siècle, mais qui était un ingénieur des ponts et chaussées, si je ne me trompe pas. Donc, bon, voilà, c'est un amateur, c'était un peu oublié. Et à un moment donné, des astronomes, en particulier David Rubinkham et Paolo Farinella, ont redécouvert ces petits livrets que Yarkowski avait publiés un siècle avant, et ils se sont dit, mais bon Dieu, mais ça doit être ça. Donc, qu'est-ce que c'est l'effet Yarkowski? Donc, les astéroïdes tournent sur eux-mêmes, un peu comme tout le monde, la Terre tourne sur elle-même, c'est la Mars, etc. Et ils peuvent tourner dans une direction comme dans l'autre, hein, dans un petit cas. Alors, ils sont irradiés par le Soleil, donc la surface sur le Soleil chauffe, exactement comme vous chauffez, les terrains chauffent quand on est à midi. Mais l'objet tourne. Okay. Donc, imaginons tourne dans cette direction-là, une direction prograde. L'objet a une certaine inertie thermique, donc il faut, comme tous les matériaux, il faut un peu du temps pour emmagasiner la chaleur quand l'objet est irradié, et un peu de temps pour restituer la chaleur quand l'objet devient exposé au froid. Exactement comme sur la Terre. Vous savez très bien, les moments les plus chauds de la journée, ce n'est pas midi, c'est plutôt vers les 2 heures, et 2 heures, qui est 2 heures après le passage du Soleil au méridien, il fait beaucoup plus chaud qu'à 10 heures du matin, qui est l'éclairage symétrique. C'est dû à l'inertie thermique du sol terrestre. Le sol terrestre met un peu de temps à se réchauffer, à restituer la chaleur, donc on est mieux à 2 heures de l'après-midi qu'à 10 heures du matin. Pareillement dans les saisons, hein, il fait plus chaud en automne qu'au printemps, parce qu'il faut du temps pour que la Terre dégage la chaleur qu'elle a accumulée pendant l'été. Donc les points les plus chauds de cet astéroïde en rotation n'est pas exactement sur les points sous-solaires, mais il est un peu tourné à cause de cette inertie thermique, c'est retard, hein, le point est chauffé sous le Soleil, mais l'objet tourne, il faut du temps pour remettre la chaleur sous forme de radiation thermique, et donc la radiation thermique est émise dans une direction qui n'est pas la direction entre le Soleil et l'objet. La radiation thermique qui est remise par l'astéroïde donne une force de recul qui, elle, est proportionnelle et due à la puissance du flux thermique, mesuré en watts, et divisée par la vitesse de la lumière. C'est une petite force, mais cette force existe. Et puisque la réémission n'est pas dans la direction Soleil-objet, la force de recul n'est pas dans la direction Soleil-objet aussi. Et donc, on peut décomposer cette force dans ces deux composantes, la composante radiale et la composante azimutale. La composante radiale ne fait rien, c'est soustrait juste à la force de gravité, donc change légèrement la période de révolution de l'objet autour du Soleil, ça n'a aucune conséquence. Mais la force tangentielle, elle accélère l'objet le long de son orbite. Et donc, cet objet doit migrer en spirale, il doit s'éloigner, donc il tourne autour du Soleil, mais il tourne en spirale, et il s'éloigne petit à petit du Soleil, parce qu'il est sans cesse accéléré par ces petites composantes de la force. Donc, un objet, un astéroïde qui tourne dans le sens prograde, reçoit une accélération due à cette rémission thermique, et donc son orbite s'expanse, est en expansion. Si vous avez un astéroïde en rotation rétrograde, c'est exactement la même chose, mais opposée. Cette fois, les points les plus chauds seront de ce côté-là, donc la force de recul sera orientée comme ça. Quand on la décompose en composante radiale et composante tangentielle, la composante tangentielle est cette fois opposée au mouvement de l'astéroïde le long de son orbite. C'est pour ça qu'on dit que l'objet est rétrograde, parce qu'il tourne dans la direction inverse par rapport à son mouvement orbital. Et donc l'objet est freiné. Et donc est freiné, et quand une orbite est freinée, elle perd de l'énergie, elle perd du moment cinétique, donc cette orbite va spiraler tout doucement vers le Soleil. Donc les astéroïdes ne sont pas immobiles, les astéroïdes migrent. Et la vitesse de migration, vous dites, c'est un truc infinitésimal. C'est infinitésimal, mais c'est quand même important. Donc ces diagrammes vous montrent quel est le changement du démigrant d'axe de l'orbite
en unité astronomique par million d'années. L'unité astronomique à distance Terre-Soleil, hein, un million d'années. Donc, c'est en fonction de la taille de l'objet. Donc, c'est des changements, vous dites, mais c'est minuscule. Donc, par exemple, un objet de 10 km, son orbite dérive de 10 à la puissance moins 5 unités astronomiques par million d'années. Okay. On peut négliger. Mais les systèmes solaires à 4 milliards d'années. Donc, c'est 4000 millions d'années. Donc, si vous multipliez ça par 4000, vous trouvez 4 10 moins 2. 4 centièmes d'unité astronomique, ça commence à être considérable. Et si vous prenez un objet de 1 km, son mouvement est de 10 puissance moins 4 unités astronomiques par million d'années, vous multipliez par 4000, l'âge d'1 million d'années du système solaire, ça fait 0,4 unités astronomiques. C'est en gros la distance entre deux grandes résonances, la distance entre nu6 et 3, hein, par exemple, 0,4 unités astronomiques. Donc ces objets-là deviennent vraiment mobiles à l'échelle de l'âge du système solaire. Et la mobilité des astéroïdes croît en 1 sur D, D étant la taille de l'objet, si les objets sont relativement gros. Et après, c'est un peu moins raide, c'est 1 sur la racine de D, parce que l'objet, s'il devient suffisamment petit, tend à devenir plutôt isotherme. Et donc, l'effet de la rémission thermique est moins fort. Ça dépend aussi, bien sûr, de la conductivité thermique. Si la conductivité thermique est très faible, ça veut dire que ces retards dans l'absorption et rémission de la chaleur est très grand. Donc, il y aura un grand angle de la rémission, entre la rémission infrarouge et la direction du Soleil. Si par contre la conductivité thermique est plus élevée, la rémission se fait plus vite et donc la composante tangentielle de la force sera moindre. Mais bon, voilà, vous voyez que plus les objets se font petits, plus ils peuvent migrer vite. Et évidemment, ça dépend aussi de leur période de rotation et de leur obliquité, parce que si jamais vous avez un astéroïde avec une obliquité de 90 degrés, ben, peu importe sa rotation, il montre un pôle vers l'étoile, et donc l'effet devient petit. Alors, est-ce que c'est un effet réel ou imaginaire? Quand David Rummingham et Paolo Farinelli ont proposé ça, beaucoup d'astronomes n'y croyaient pas du tout. Ils étaient très réticents à ce que cet effet soit réel. Et donc, il y a eu pendant une décennie une grande bataille pour voir si c'était vraiment quelque chose d'important ou pas. Alors, une première preuve vient de la distribution radiale des familles en fonction de la taille des corps. Donc, quand vous avez un objet qui éclate, parce qu'il a été collisionné catastrophiquement, il produit tas de fragments qui ont des tailles différentes, et donc les gros auront un petit 1 sur D, donc la taille des objets, donc les gros seront en bas, les petits seront en haut. En principe, bon, les objets sont dispersés autour du corps principal, donc ils vont avoir une dispersion en demi-grand axe, mais sont relativement serrés. S'il y a vraiment cet effet Yarkowski, on a que les fragments qui tournent en rotation rétrograde devraient migrer vers l'étoile, et les objets en rotation prograde devraient migrer vers l'extérieur. Et évidemment, les rotations sont complètement aléatoires, c'est des fragments éjectés dans l'espace, sont orientés dans toutes les directions. Et puisque l'effet Yarkowski est proportionnel à 1 sur D, donc les objets petits vont se déplacer beaucoup sur l'âge de la famille, mais les objets gros vont se déplacer beaucoup moins. Donc on s'attendrait, si l'effet Yarkowski est vrai, que les familles aussi aient une forme de V. Alors les résonances ont une forme de V en demi-grand axe excentricité, à ne pas confondre avec les familles qui ont une forme de V en demi-grand axe 1 sur D, l'inverse de la taille des objets. Est-ce qu'on observe ça? Bien sûr. Ici, c'est la famille des Rigonnet, dans un diagramme demi-grand axe, magnitude qui est proportionnelle en gros au logarithme d'1 sur D. Et vous voyez, ça c'est les membres de la famille, et les membres gros, ben, ça c'est les corps parents de la famille au centre. Les corps gros sont relativement proches du corps parent, les corps petits sont assez loin. Et les centres, c'est des peuples, parce que les objets vont soit à droite, soit à gauche. Famille de Massalia, pareil, c'est le corps parent, les objets les plus gros sont tout près, et les objets plus petits, plus sont petits, plus sont partis loin. Donc, ça semble assez convaincant. Mais, évidemment, les gens qui ne croyaient pas en Saint Thomas disaient, oui, mais quand même, quand on éjecte des fragments, c'est aussi physique que les fragments les plus petits, on les éjecte plus loin. Et que donc, finalement, cette forme en V ne soit pas les résultats de l'effet Yarkowski, mais soit le résultat du fait que plus un fragment est petit, plus on l'a envoyé loin.
Et donc, bon, c'était un argument contre. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, avec les observations qui s'accumulent, on sait mesurer les sens de rotation des astéroïdes. En regardant leur courbe de lumière à des phases différentes, quand la Terre et l'astéroïde sont dans des positions relatives différentes, on peut mesurer si l'astéroïde tourne en sens prograde ou tourne en sens rétrograde. Et donc voilà, on prend une famille, par exemple la famille des Thémis, et qu'est-ce qu'on voit? Donc le corps parent est là, que tous les objets pour lesquels on a, la plupart des objets pour lesquels on a mesuré les sens de rotation à gauche sont rétrogrades. Et c'est bien les sens de rotation qui donnent une dérive vers la gauche selon l'effet Yarkovsky. Et la plupart des objets qu'on voit à droite de la famille sont progrades, qui est bien les sens de rotation qui donnent une dérive vers l'extérieur par l'effet Yarkovsky. Donc si c'était juste une éjection en 1 sur D, il n'y aurait aucune corrélation entre où se trouve l'objet et sa direction, son sens de rotation. Le fait que la corrélation soit si nette tue l'argument. La dispersion des familles est vraiment due à l'effet Yarkovsky. Mais avant qu'on sache ça, avec mes collègues américains, on avait fait une preuve sur l'effet Yarkovsky qui disperse les familles en étudiant cette famille particulière, la famille Coronis, qui a une forme bizarre. Dans un diagramme, normalement, les familles sont une sorte de patatoïde dans le diagramme des grands axes d'excentricité. Mais cette famille, en fait, est composée de 2 bouts, quoi. Il y a un bout, une patatoïde là et une patatoïde là. Pourtant, c'est bien les mêmes objets, ils ont les mêmes spectres. Donc, voilà, c'est la même famille, mais ça a une forme vraiment bizarre. Et personne ne comprenait pourquoi cette famille avait une forme si bizarre. Et donc, nous, on a dit, ben, peut-être parce que la famille, originellement, était petite. Donc, ça, c'est la famille actuelle, les points rouges. On s'est dit, bon, la famille, initialement, n'est pas très dispersée. Les vitesses d'éjection sont limitées. Donc, la famille, initialement, est très peu dispersée. Et la dispersion qu'on observe aujourd'hui est due à l'effet Yarkovsky. Et l'effet Yarkovsky déplace des objets vers la gauche, déplace des objets vers la droite. Et ici, il y a une résonance. C'est une résonance séculaire, un peu plus compliquée que la résonance G égale G6, G égale G5, que j'ai montré tout à l'heure, parce qu'elle combine 2 fois la fréquence de précession de Jupiter, 3 fois la fréquence de précession de Saturne et la fréquence de précession de l'astéroïde. Mais regardez ce qui se passe. Donc, avec l'effet Yarkovsky, là, vous voyez les traces des objets qui migrent dans les centaines de millions d'années. Et quand les objets atteignent la résonance 5,2, ben, ils sont instables parce qu'il y a la résonance séculaire dans la 5,2, donc ils partent, ils deviennent croiseurs de la Terre. Quand ils traversent cette résonance séculaire faible, pouf, ils sautent en excentricité, après ils ressortent. Et donc, à partir d'un noyau d'objets qui était là, on arrive à reconstruire toute la famille, y compris cette forme coupée. Et donc, ceci était, en 2001, a été considéré vraiment comme une preuve assez définitive sur l'effet Yarkovsky au point d'être publié sur Science. Et aujourd'hui, on mesure l'effet Yarkovsky. On a des télémétries, de l'astrométrie tellement précises d'astéroïdes, aussi grâce aux observations radar, qu'on voit l'orbite changer d'une année à l'autre. Et donc ici, c'est une galerie d'astéroïdes pour laquelle l'effet Yarkovsky a été mesuré avec une certitude, disons plus de 3 sigma, c'est les objets bleus, avec un peu moins de certitude les autres. Et là, vous voyez ben, l'ampleur de l'effet Yarkovsky, certains négatifs parce qu'ils sont progrades, d'autres positifs parce qu'ils sont rétrogrades. Alors, c'est l'effet Yarkovsky qui fait tout et qui permet aux objets de s'échapper de la ceinture des astéroïdes. Parce qu'on a des voies, on a des zones instables dans la ceinture des astéroïdes. Je vous l'ai montré tout à l'heure, les résonances des moyens mouvements sont instables parce qu'il y a des résonances séculaires à leur intérieur. Les bords internes, c'est instable parce qu'il y a une résonance séculaire nu6. Mais si un astéroïde est au milieu, il n'est ni affecté par la résonance des moyens mouvements, ni affecté par la résonance séculaire. Donc, les objets qui étaient là au début sont certainement partis, donc ils devraient plus être là aujourd'hui. Donc, comment est-ce que des objets continuent à sortir de la ceinture des astéroïdes? C'est un processus en 2 étapes. D'abord, de temps en temps, un objet se fragmente, soit catastrophiquement, soit éjecte des morceaux plus petits, parce qu'un cratère se forme à sa surface. Donc, les éjectats se libèrent dans l'espace, mais initialement ont des orbites relativement proches à l'orbite du corps parent. Donc, si le corps parent est bien au milieu, les éjectats ne vont pas tomber dans la résonance 3.1 ou dans la résonance nu6 directement. Mais après, si ces fragments sont suffisamment petits, l'effet Yarkovsky les balade, soit vers l'intérieur, s'ils sont progrades,
soit vers l'extérieur s'ils sont rétrogrades. Et donc, millions d'années après millions d'années, ils peuvent à la fin atteindre cette zone d'instabilité et ensuite partir avec une augmentation de l'excentricité qui les amène à croiser de la Terre. Donc voici un exemple. Donc on a un objet qui se trouve là et se fragmente. Et là, vous voyez la dispersion des fragments, demi-grand axe inclinaison, demi-grand axe excentricité. Il y a des oscillations, hein, c'est les fameuses oscillations en excentricité inclinaison dues aux perturbations planétaires. Mais vous voyez que les groupes d'objets s'étalent. Et après, certains tombent dans la résonance 3.1, et quand ils tombent dans la résonance 3.1, ils partent à grande excentricité, ils croisent de la Terre, ou alors ils driftent vers la gauche, ils atteignent la résonance séculaire, et la résonance séculaire aussi excite l'excentricité et les envoie vers Mars et vers la Terre. Donc là, vous avez, à partir de la fragmentation d'un objet ou de la cratérisation d'un objet, vous avez que des objets avec un retard, hein, le temps qui met l'effet Yarkovsky pour amener les fragments vers la résonance principale, arrivent à s'échapper de la ceinture des astéroïdes et acquérir une orbite excentrique qui croise les planètes telluriques. Mais il n'y a pas que les résonances principales, en fait, comme la 3 sur 1, 3 avec Jupiter, Nu 6, etc. Il y a toute une forêt de résonances fines, d'ordre élevé. Ils sont des résonances avec Mars, des résonances d'ordre élevé avec Jupiter, 11, 13, 11, 3 par exemple, 7, 2, 10, 3, etc. Même des résonances à 3 corps, où on n'est pas en résonance avec Jupiter, on n'est pas en résonance avec Saturne, on est en résonance à la fois avec Jupiter et avec Saturne. Ce sont des résonances très fines qui, elles aussi, peuvent faire augmenter l'excentricité, faire échapper les objets. Donc, ce qu'on a, c'est que si les objets sont relativement grands, par exemple 1 km de diamètre, ils driftent par effet Yarkovsky de façon assez lente, ils peuvent rentrer dans ces résonances fines, et ensuite la résonance les amène vers les planètes telluriques. Donc ici, on va voir une animation où chaque objet laisse une trace selon son évolution. La trace est jaune jusqu'à quand il reste dans la ceinture principale, et la trace devient rouge quand l'objet commence à croiser au moins l'orbite de Mars. Donc allons-y. Donc vous voyez, il y a un petit mouvement horizontal, mais qui amène certains objets dans les résonances. Après, les résonances montent l'excentricité, et vous avez comme ça des fontaines rouges qui sortent dans les résonances, alimentées par cette migration des objets. Si vous avez des objets plus petits, par exemple des 100 mètres, l'effet Yarkovsky est très fort, et il ne voit pas du tout ces résonances faibles. Ces résonances sont trop faibles pour que les objets aient le temps de tomber dedans, donc ils les traversent et vont tomber seulement dans les résonances principales, comme la 3 sur 1, la 5 sur 2, la Nu 6, etc. Aujourd'hui, on peut combiner tout ça pour faire un modèle de distribution d'astéroïdes géocroiseurs, d'astéroïdes qui croisent l'orbite de Mars et de la Terre. Donc, en prenant ce qu'on connaît de la ceinture des astéroïdes, en connaissant l'effet Yarkovsky, en connaissant les effets de résonance, donc par calcul numérique, on estime quelle quantité d'objets tombent dans chaque résonance en fonction du temps, où les résonances vont mettre ces objets, pour combien de temps vont rester, etc. Et donc, on peut faire des cartes de distribution d'objets géocroiseurs. Là, encore une fois, dans l'espace de demi-grand axe, inclinaison et excentricité, où c'est rouge, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'objets, où c'est noir, ça veut dire qu'on s'attend à pas beaucoup d'objets. Ici, ce sont des objets d'une taille donnée, je crois que c'est des objets plus grands qu'1 kilomètre. Et ça, c'est le résultat d'un modèle, une fois qu'on tient compte aussi des biais observationnels, qui sont relativement faciles pour les géocroiseurs, parce que les astéroïdes géocroiseurs sont découverts par des surveys automatiques, donc c'est facile de calculer les biais observationnels. Et sur la droite, vous avez les observations. Donc, il y a vraiment un très bon parallèle. Donc, on comprend vraiment très bien aujourd'hui comment les objets géocroiseurs sortent de la ceinture. On comprend très bien leur distribution dans l'espace et leur distribution des tailles. Donc, vu qu'il y a quelques minutes qui restent, par exemple, on sait qu'il y a environ 1000 objets géocroiseurs plus grands qu'1 kilomètre. Et donc, voilà. Et alors, des objets d'1 kilomètre, la probabilité de collisionner avec la Terre, c'est une collision tous les millions d'années et demie. Donc, ça arrive, mais ça n'arrive pas tout le temps. Alors, vous pourrez dire, bon, ça n'a pas de peau, ça arrive demain. Non, parce qu'on a découvert tous les objets d'1 kilomètre. Et il n'y en a aucun sur une trajectoire de collision avec la Terre. Donc, les risques d'impact avec des gros astéroïdes qui vont vraiment des gros dégâts globaux est 0 à l'heure actuelle. Les petits, évidemment, on ne les connaît pas tous. Donc, vous prenez un astéroïde de 100 mètres,
Bon, on ne va pas faire l'extension de l'humanité, mais on peut faire des gros dégâts quand même locaux. Bon, là, on ne les connaît pas tous. Mais quand même, la collision d'un objet de 100 mètres avec la Terre a lieu tous les 30 000 ans. Donc, il ne faudrait vraiment pas avoir de la chance que ça arrive demain. Mais on n'est pas sûr, on ne peut pas l'exclure comme on peut exclure les collisions des astéroïdes en kilomètres. Donc, je dirais, dormez tranquillement. Le risque des géocroiseurs est vraiment un risque très petit et surtout qu'on maîtrise extrêmement bien. Après, il y a les tout petits astéroïdes, tapent bien sûr beaucoup plus fréquemment dans la Terre, sont suffisamment petits d'être freinés par l'atmosphère, et donc ils tombent plutôt gentiment au sol sans trop se briser. Et c'est les fameuses météorites. Et donc les météorites qu'on va commencer à discuter la semaine prochaine. Et donc les météorites sont rien d'autre que des petits géocroiseurs, donc des petits fragments d'astéroïdes. Donc, sont vraiment des échantillons d'astéroïdes que la nature nous envoie gratuitement. Vous pensez que la mission OSIRIS-REx a coûté 1,3 milliard de dollars, les météorites tombent sur Terre gratuitement. Donc, c'est fabuleux, et on en a beaucoup plus que les échantillons spatiaux. Donc, je termine, comme d'habitude, avec mon petit résumé des choses à retenir. Donc, les astéroïdes sont des corps rocheux, sans glace à leur surface, parce qu'il fait trop chaud, hein, donc s'il y avait de la glace à leur surface, ça serait parti depuis longtemps, mais ils ont quand même, parfois à la surface, des signatures d'altération aqueuse, parfois ils ont de la glace à l'intérieur, et les astéroïdes sont situés principalement entre Mars et Jupiter, ce qu'on appelle la ceinture principale. La ceinture principale est bornée pas seulement par Mars et Jupiter, mais aussi par toutes ces résonances séculaires des moyens mouvements. Donc Cérès, c'est l'astéroïde le plus grand, 1000 km, il y a environ 2 millions d'objets plus grands qu'1 km. Les objets plus petits que 10 km sont des fragments, ils ne sont pas là depuis l'origine du système solaire. Leur population est plus ou moins en équilibre à l'état stationnaire parce qu'ils sont cassés, détruits, mais ils sont régénérés comme fragments d'objets plus grands, typiquement comme membres des familles. Et les familles d'astéroïdes sont des traces évidentes qu'il y a des collisions catastrophiques parfois qui ont lieu même sur des objets plus gros, même si c'est des objets de 100 km ont une vie collisionnelle plus longue que du système solaire. Il y en a beaucoup, et certains ont été catastrophiquement cassés pendant l'âge du système solaire. Il y a une multitude de classes spectroscopiques d'astéroïdes. En gros, il y a 2 classes. Il y a ceux qui sont sombres et riches en carbone, classe C, B, D, etc. Et ceux qui sont plus réfléchissants, riches en olivine et pyroxène, qui sont ceux de type S, mais il y a aussi ceux qui sont couverts de basalte, V, il y a aussi des objets métalliques, type X, etc. Et la semaine prochaine, on verra les relations avec les différents types de météorites. Et les astéroïdes de classes spectrales différentes sont bien mélangés, mais les mélanges n'est pas total. Hein. Il y a quand même une prépondérance d'objets S dans la partie interne de la ceinture, d'objets C et D dans la partie externe. Cérès et Vesta sont des corps très différents. Le premier est riche en minéraux hydratés, peu dense, assez mou. Et l'autre est très dur, réfléchissant, couvert de basalte. L'effet Yarkovsky, c'est incroyable mais vrai. C'est les photons du Soleil qui déplacent les objets et les déplacent doucement mais sûrement. Et ce qui permet une dérive lente mais significative des astéroïdes en demi-grand axe jusqu'à atteindre les résonances qui les font sortir de la ceinture des astéroïdes. Et c'est comme ça que les astéroïdes s'échappent de la ceinture des astéroïdes, plutôt les petits que les gros, parce que les gros sont immobiles, et donc alimentent la population des géocroiseurs, dont les gros sont dangereux mais rares, donc il n'y a pas de danger réel pour le moment, et les petits nous font le plaisir de tomber sur Terre et nous permettent d'analyser la structure fine des astéroïdes. Donc je vous remercie, et donc la semaine prochaine, on va commencer à parler vraiment de météorites.